Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Souvenirs en héritage. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour mon nouvel invité que je pourrais qualifier de polypassionné. Donc, Monsieur Gérald, qui est en effet donc un polypassionné de plein de choses, et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans le cadre du balado. Polypassionné de voyage, passionné des langues, passionné de la photographie. On prend le temps vraiment d'en parler avec lui, de regarder ses photographies préférées, puis d'aller en profondeur à travers cet art-là qu'il affectionne beaucoup. Passionné aussi des relations humaines, de l'humain en général. On parle bien évidemment de son enfance, de son adolescence, mais on va parler aussi du fait qu'il a été enseignant en adaptation scolaire, mais aussi directeur d'école. Donc, on va tout aller à travers cette belle histoire de vie-là qui m'inspire beaucoup, qui me passionne. Quand on parle avec Monsieur Gérald, on voit les étoiles dans ses yeux, puis c'est vraiment riche de pouvoir être témoin de sa belle histoire de vie. Donc, j'ai très hâte de vous faire découvrir le tout. Puis, c'est sûr et certain que je veux remercier ceux avec qui ce ne serait pas possible de travailler et de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, bien évidemment, le studio Synoptique, grâce à qui on a ce merveilleux décor, ainsi que la gang de meilleurs, notamment avec la question meilleure que j'ai toujours dans le cadre de notre rencontre avec nos invités. Donc, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une très belle écoute, puis au plaisir. Bye bye! Justement, je viens de commencer, j'ai dit monsieur. Excusez-moi. Donc, Gérald, bonjour. J'espère Bonjour. que vous allez bien. Oui. Super. Pas trop stressé pour aujourd'hui? Non, peut-être je vais le devenir, je sais pas. Mais non, d'habitude, dès que je commence à parler, je suis plus nerveux. Ben c'est parfait. Ben ça tombe bien parce que c'est ça qu'on va faire tout le long de l'épisode. On va parler. Donc, vous devriez être pas pire. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'accepter l'invitation aujourd'hui. Je me trouve très privilégiée de vous avoir en studio aujourd'hui. Je suis toute énervée. Donc, je vais commencer tout de suite en vous, parce que on a envie d'apprendre à vous connaître. J'aimerais ça, Gérald, que vous nous racontiez le contexte dans lequel vous avez grandi. Ben, d'abord, je suis né sur une ferme. Mm-hmm. Mon père était cultivateur. Et donc, de la petite enfance, là, il y avait des animaux, il y avait des vaches, il y avait des moutons, il y avait tout ça, des poules. Ça fait que. Puis j'avais un frère, moi je suis le deuxième de la famille. On est devenus 9, mais on a commencé à 2. Alors mon frère et moi, 11 mois plus tard, 11 mois de différence seulement, c'est ça. Donc mon frère et moi, on était toujours collés, on était toujours ensemble. On jouait beaucoup dehors, toujours dans la nature. On voyait notre père travailler aussi dans la nature, de ses mains. Ma mère, une bonne cuisinière, bonne jardinière. On a toujours bien mangé. Très bien mangé. Puis, je pense que je suis privilégié du côté de ma petite enfance. Parce que je peux dire que j'ai une petite enfance très heureuse. J'ai pas d'accident, pas de choses comme ça, pas de grands malheurs, pas de problème de santé majeur de mes parents, rien de ça. Sauf que mon père était handicapé, il avait le bras droit, le coude barré à 90 degrés comme ça, puis quand il mangeait, ben, sa main arrivait là, ça fait qu'il fallait qu'il mange de la main gauche. Mais il a fait toute sa vie comme ça. Ça demandait de l'adaptation de notre part puis de sa part à toutes sortes de petites choses. Mais on oubliait tout ça. Et puis, c'est ça. Moi, j'allais y aller dans le bois. J'étais un bûcheron aussi. Il y avait une terre avec de la forêt. Il nous amenait, l'hiver en particulier, il amenait un lunch, des sandwichs que ma mère nous faisait. Et là, il prenait le temps de s'arrêter. Il allumait un feu. Puis, il nous donnait une branche qui finissait en Y, là, puis on mettait notre sandwich là-dessus, au-dessus du feu, puis on faisait griller. Non, on était assis dans la neige, là, sur une bûche, là, mais en neige autour, c'était l'hiver. Puis, c'est comme ça qu'il s'occupait de nous autres. Quand on était plus petit aussi en été, je me souviens que mon père, à un moment donné, il était venu avec nous autres jouer dans le gazon, sur le terrain, puis il se roulait avec nous autres dans le gazon pour jouer. Bon, alors, on peut dire que c'est ça, c'est très chanceux jusqu'à ce que l'école commence. Puis quand l'école a commencé, là, ça, c'est d'autres épisodes de ma vie, mais là aussi, je dirais que ma belle-mère, elle a dit que j'étais un gars chanceux.
Mais moi, j'aime pas ça, parler de la chance, parce que je dis que la chance, on fait notre chance. Je pense qu'on est mieux de penser qu'on fait notre chance, plutôt que de penser qu'on va attendre d'avoir la chance de... Ouais. C'est une mauvaise position, ça. Ça mène nulle part pour moi. Disons que le temps est long si on attend la chance. C'est ça. Alors moi, c'est ça. Ma belle-mère dit ça, mais moi, je considère que j'ai fait ma chance, parce que, à un moment donné, on prend des décisions, on fait des choix dans la vie, et nos choix nous guident. Et c'est un peu ça qui est déterminant pour tout ce qui va nous arriver, dans le fond. Bien, écoutez, je suis tellement d'accord avec vous. Puis j'aimerais ça vous demander, parce que là, vous dites, vous considérez chanceux, puis parce que de ce que j'entends, en fait, c'est que vous avez eu des parents présents aussi là, dans votre vie. Là. Votre père était présent, votre mère était là. J'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu plus de vos parents. Mon père, c'est un bon vivant. Il était pas très sévère avec nous autres. Ma mère était plus l'autorité, je dirais. Okay. Des fois, elle réprimandait mon père parce qu'il nous laissait trop faire. Mon père, il nous assoyait sur ses genoux à table quand on était petits, puis là, on allait mettre les mains dans son assiette, prendre des affaires, puis là, ça tombait. Puis là, ma mère, elle grimaçait dans ce temps-là, puis elle amenait mal, puis tout ça. Mais lui, il riait. Il trouvait ça bien drôle, dans notre façon de se comporter spontanément, puis bon... C'était ça un peu à la maison. Ma mère, c'était les règles aussi. C'était la propreté, faire attention plus quand on rentrait de l'extérieur, pas salir le plancher. Bon, c'était comme ça. Mais ma mère, elle avait été institutrice. Elle avait enseigné. Alors, très tôt, elle nous a montré à tenir un crayon, colorier. Bon, ça fait que quand on est arrivé à l'école, nous autres, on ne savait pas lire, mais pas loin. Alors, c'était ça. Puis moi, entre autres, j'avais tendance à prendre le crayon de la main gauche. Et puis, elle m'a comme corrigé de ça, mais très, très simplement, en disant « Non, on prend la main droite. » Puis là, je prenais la main droite, puis c'est ça. Parce que je me permets de dire aussi, pour ceux et celles qui nous écoutent, il faut aussi comprendre qu'à l'époque aussi, souvent, c'était vraiment coutume d'essayer d'utiliser la main droite le plus souvent possible. Oui. Aujourd'hui, qu'on soit gaucher, qu'on soit droitier, il n'y a pas de problème, non, vraiment pas. Mais à l'époque, pendant longtemps, la gauche, c'était... Là, je parle pas de la vie politique, là. Mais la gauche, en fait, c'est perçu plus négativement. On voulait que les gens soient droitiers. Donc, il y avait les ciseaux, entre autres. Les petits ciseaux pour les enfants. Ça n'allait qu'aux droitiers. À ce moment-là, il n'y avait pas de ciseaux pour les gauchers. Alors, c'est peut-être ça qui, elle, faisait que, comme elle avait enseigné, elle savait qu'il y avait plus de droitiers aussi. Mais j'ai toujours pensé que j'étais un gaucher contrarié. Comment ça? Pas de force, mais parce que encore aujourd'hui, quand je suis assis devant la télé, j'ai la télécommande dans la main. Et si je n'y pense pas, puis je veux aller changer de poste ou quelque chose comme ça, je prends la gauche. Spontanément, c'est la gauche. Votre réflexe de gaucher inné. Puis je suis un golfeur, j'en ai déjà parlé, je maniaque de golf depuis plusieurs années, mais quand j'ai commencé, je jouais indifféremment avec des bâtons de gaucher ou des bâtons de droitier. Au hockey, j'étais gaucher. Bon, alors, c'est ça. Je ne peux pas dire que je suis aussi habile de la main gauche, mais je suis quand même à l'aise de la main gauche. Je suis très à l'aise de la main gauche. Mais c'est pas une contrariété qui m'a affecté beaucoup, parce que j'ai fait toutes mes choses. Et peut-être que mon père, à cause de son handicap, qui m'a été obligé de manger de la main gauche, peut-être que ça m'a influencé, je ne sais pas. Peut-être, qui sait. Mais, puis, je me permets de vous demander, vous m'avez dit justement que votre père a eu un handicap, mais il n'est pas né comme ça, c'est un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est très drôle. Puis quand je raconte ça, les gens ont peine à le croire. Mon père, alors qu'il avait 18 ans, il était allé travailler dans le bois, dans la forêt. Donc, moi, je n'étais pas né, il n'existait pas du tout. Là. Il n'était pas marié, rien. Et il est allé chercher une charge de bois avec des chevaux, 2 chevaux, qui tiraient. Puis il faisait tempête, c'était l'hiver. Et pour aller là-bas, il devait traverser une voie ferrée. Alors, à un moment donné, juste avant de traverser la voie ferrée, il rencontre un de ses voisins qui revenait avec une charge. Puis là, ils s'arrêtent tous les deux. Puis comme on fait à la campagne, dans ce temps-là, il placote un peu avec son bon voisin. Et puis, à un moment donné, son voisin lui dit « Hey, tes chevaux s'en vont! » Oh non! Les chevaux étaient partis. Alors là, il part à la course derrière les chevaux. Il avait vu qu'un train s'en venait, de loin, mais il ne pensait pas que le train était aussi proche. Oh non! Alors, au moment où il a sauté par-dessus la voie ferrée, le train l'a happé. Et puis, il a levé dans les airs, et puis il est tombé à peu près 50 pieds plus loin, sur la voie ferrée encore. Et là, le train, il y avait une charrue, c'était l'hiver, donc le train l'a comme poussé de côté encore, et puis c'est comme fait frapper 2 fois par le train. Une fois en sautant, et une deuxième fois. C'est ça. Puis là, c'est ce qu'on nous a raconté, parce que je n'étais pas là, évidemment, mais
Il a été transporté à l'hôpital. Il était inconscient complètement. Il a été dans le coma pendant 3 jours. Il y avait le bras, le coude, c'était tout égrené, les os là-dedans. Ils n'ont pas pu réparer ça correctement. Donc, c'est pour ça que son bras est resté comme ça, figé à 90 degrés. En statue. Mais lui, après 3 jours, il s'est réveillé. Et puis, il a guéri tranquillement de ses blessures, parce qu'il y avait d'autres blessures, mais pas trop graves. C'était le bras qui était le plus sévèrement blessé. Mais c'est ça, son histoire, c'est qu'il s'est fait frapper par un train. Mais c'est impressionnant de se dire qu'il a survécu à ça, là. Oui. Parce que de la manière que, mon Dieu, j'ai peine à imaginer aussi la souffrance qu'il a dû avoir, là. Sûrement, certainement, mais il s'en est jamais plaint. Au contraire, j'ai comme l'impression qu'il avait développé une espèce d'assurance tranquille. Mon père, c'est un type très calme. Une force tranquille. Une force tranquille, oui. Une force tranquille. Puis il a toujours été comme ça tout le restant de ses jours. C'était comme ça. Je pense que cet événement-là a sûrement influencé sa vie dans le sens de se dire, après ce qui m'est arrivé, là, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent me faire peur. C'était pas un peu vrai. C'est de la résilience, en fait, là. C'est qu'à travers l'épreuve qu'il a traversée, à travers cet accident-là, ça ne l'a pas empêché d'avancer. Puis au contraire, ça lui a probablement donné une force d'avancer. J'étais un peu comme vous dites, là, à un moment donné, après avoir vécu ça. Parce que mon père, pour moi, c'était vraiment l'homme le plus fort. C'est beau ce que vous dites de votre père. Puis comment, est-ce que vous vous souvenez de... Parce que veut pas travailler sur une ferme, c'est très manuel, c'est très physique. Avec l'enjeu de son bras, est-ce que vous vous souvenez de comment il travaillait? Comment il adaptait son travail? Il était obligé de travailler plus avec son bras gauche, évidemment. Puis quand il devait prendre son bras droit, il devait se pencher. Il fallait qu'il se penche parce qu'à cause de l'angle de son coude, c'est ça. Mais ça se faisait tellement spontanément. Après son accident, pendant sa guérison, il s'est adapté probablement, sans doute, très vite. Puis il arrivait à accomplir à peu près toutes les tâches dont il avait besoin, pour lesquelles il avait besoin d'être capable. Et puis, il s'est jamais plaint de la difficulté de faire quelque chose à cause de son bras. Nous autres, ça arrivait des fois qu'on voyait qu'il était dans une certaine situation, puis on savait qu'il ne pourrait pas avec le bras droit, ça fait qu'on allait, on le faisait. Ça arrivait. Ma mère aussi faisait des petites adaptations comme ça, autour de la table, par exemple. On allait chercher quelque chose au centre de la table, il ne pouvait pas le faire avec son bras droit. S'il n'y avait pas accès avec son bras gauche, il fallait que quelqu'un y apporte, parce que... Vous avez développé cette sensibilité-là, puis cette empathie-là de voir comment on peut aider notre père au quotidien. Oui, et au fil de certaines discussions, je me suis aperçu à un moment donné que cette affaire-là m'a probablement influencé et m'a permis de développer une espèce d'intérêt ou de sympathie pour les personnes qui avaient un handicap. Parce que j'ai toujours été à l'aise avec ces gens. D'ailleurs, je suis allé étudier en adaptation scolaire et j'ai été enseignant aux élèves en difficulté d'adaptation de tous les styles, y compris les handicapés physiques. Et c'est on va en parler plus tard. C'est ça que peut-être j'ai développé. Mais il y a un lien là qui se fait, en tout cas pour moi, sans doute. C'est ça. Et aussi, je trouve ça, je me permets le terme cocasse, mais je trouve ça cocasse de me dire qu'à travers tout ça, votre père est un droitier inné qui a dû apprendre à vivre de la droite, et vous, de votre côté, vous étiez un gaucher inné qui a dû apprendre à vivre de la... vous étiez un gaucher inné qui a dû apprendre de la droite. C'est quand même cocasse, en fait, quand on y pense. C'est un peu drôle, effectivement. C'est un peu drôle, oui, c'est ça. Puis on réalise pas jusqu'à quel point ça peut nous influencer, ces choses-là. Mais je suis persuadé aujourd'hui, à mes 75 ans, que dans tout ce que j'ai fait, il y a probablement un certain nombre de choses qui sont reliées à ces événements-là. J'ai envie aussi de vous demander, vous avez mentionné votre mère tantôt disant que c'était une ancienne enseignante, une dame qui amenait un cadre. En même temps, mère de 9 enfants, il en faut un quelque part. Puis, puis le fait que c'était une ancienne enseignante, elle était très sensible à vous apprendre les bases, en fait, pour l'école. Comment s'est passé vos premières années en école de rang, si je peux m'exprimer ici? Comment s'est passé? C'était à l'école de rang, c'est ça. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouvais ça très drôle, puis je trouvais ça amusant. Puis j'étais fasciné par les connaissances qu'on pouvait aller chercher. Et tout de suite, mon intérêt pour l'école était marqué. J'apprenais très vite. J'avais une facilité d'apprentissage. Et on avait les 7 degrés ensemble, parce que c'était première à 7e année. Il n'y avait pas de maternelle, mais il y avait des 7e années. Alors, il y avait des grands, des moyens, des petits dans la classe. Et... moi, je me souviens que après les 2 premières années, disons, après que j'ai appris à lire,
À ce moment-là, quand l'enseignante s'adressait aux élèves plus âgés, qui étaient des plus grands, qui étaient en 4e, 5e année, moi, j'écoutais surtout ça. Et elle les faisait lire, puis je trouvais qu'ils lisaient pas bien. Puis moi j'aurais donc pu lire bien mieux que ce qu'ils faisaient, eux autres. Et puis, disons que j'avais beaucoup de facilité à l'école, et ça s'est... je me suis démarqué assez rapidement de ce côté-là. Vous aviez une soif d'apprendre. J'avais cette soif d'apprendre, effectivement. Puis quand est arrivé le changement pour passer à l'école en ville, il y a eu des examens du ministère. En fait, passer aux élèves de 5e année des examens pour le classement à l'école en ville et tout ça. Et mon frère, qui était un petit peu plus vieux que moi, lui, on avait commencé l'école ensemble. On était dans la même classe. On était tous les deux en 5e année. Mais une douzaine d'élèves qu'on était à ce moment-là en 5e année ont passé les tests, et il y a seulement 2 élèves qui ont réussi, selon le ministère, à passer, moi et le frère de la maîtresse. Bon. Et puis, mon frère n'a pas passé. Donc, il est comme arrivé à l'école en ville, lui, en 5e année, à recommencer. Moi, je suis arrivé en 6e année. Et ça m'affectait, puis ça me dérangeait, parce que j'avais toujours été avec mon frère. Lui aussi, ça a dû l'affecter beaucoup. Alors, c'est une chose à laquelle je repense parfois. Parce que vous aviez quel âge à ce moment-là? Je devais avoir à ce moment-là 5e année, alors 10, 11 ans. C'est ça, vous étiez tout petit. Oui. Puis là, vous dites aussi, pour l'école en ville, permettez-moi de vous demander le contexte. En fait, c'est que vous êtes né où? Pour vous, c'est quoi la ville? Puis vous êtes né où? Je suis né à Beauceville, dans la Beauce. C'est ça, donc... oui. On dit des fois que je suis un jarret noir pur sang, pur laine. on salue la Beauce. Et entre Beauceville et Saint-Joseph. Alors, il y a Beauceville, il y a Saint-Joseph, Beauceville, Saint-Georges-de-Beauce. Bon, moi, je suis à 3000 à peu près, 5 km à peu près, du village de Beauceville. Et l'école de Rhin était là. Puis aller à l'école en ville, ça voulait dire prendre un autobus scolaire et s'en aller à 4-5 km plus loin, en ville, à l'école. C'est ça. C'est ça. Donc là, c'est le premier moment où vous êtes confronté au fait que vous devez vous détacher? Moi, je n'étais pas conscient de ça. Mais quand je suis arrivé là, bien sûr, il y avait des jeunes qui arrivaient d'un peu partout. Et dans la classe de 6e année, il y avait d'autres élèves qui avaient aussi de la facilité et tout. Donc, je me suis rendu compte que j'avais de la compétition un peu. Ça challenge un petit peu, là. Même beaucoup. Mais j'aimais bien cette compétition-là. Et très rapidement, j'étais quand même dans les premiers, dans les premiers de classe, à peu près dans toutes les matières. C'est ça, pour vous, vous ne l'avez pas vu comme une pression négative, mais plus comme ça doit être excitant de se retrouver avec un challenge encore un petit peu plus... de monter la barre un petit peu plus. Là. Je sens que vous avez aimé ça. Là. Il y avait là... je réalisais peut-être pour la première fois de ma vie une espèce de reconnaissance de ma facilité, de mes facilités pour apprendre. Oui. Parce qu'il y en avait d'autres, parce que les enseignants, les enseignantes que je voyais, que j'ai eus, me le signalaient aussi, me le disaient aussi, le disaient à mes parents, etc. Bon, c'est ça. Donc, c'est ça. Il y a quand même eu des incidents, là. À un moment donné, j'ai eu en 6e année une enseignante qui s'appelait Clémentine, qui était l'enseignante la plus ancienne de l'école, à peu près, très expérimentée, très respectée, une des meilleures enseignantes on disait. Mais elle était extrêmement sévère, surtout avec les jeunes qui avaient de la facilité. Comme j'étais un de ceux-là, on avait une dictée chaque jour. Et à un moment donné, dans ma dictée, moi, j'étais assez bon. Là. Quand on faisait 2-3 fautes, 1-2-3 fautes, il n'y avait pas de problème. Mais à un moment donné, là, je ne devais pas être en forme, j'avais le distrait, j'ai fait 5 ou 6 fautes. Alors, elle est arrivée devant moi, j'étais assis à mon bureau, là, elle m'a regardé comme il faut, elle dit « Qu'est-ce que c'est ça? » En regardant, elle tenait ma feuille dans ses mains, et là, elle a allongé ses 2 bras comme ça, puis elle m'a claqué, là, sur chaque jour. Ça, parce qu'on se remet aussi dans le contexte historique que l'école, à l'époque, l'école en 2024, c'est pas la même. Les techniques pédagogiques ne sont pas les mêmes, disons-le. Disons-le. Ouais. Puis, vous m'avez confié aussi que vous avez eu l'opportunité de faire votre cours classique. Oui. J'aimerais ça que vous nous expliquiez comment ça s'est passé. Puis, je sais que vous êtes arrivé dans votre cours classique, vous aviez environ 12 ans, si je ne me trompe pas. J'ai envie de vous demander comment un petit garçon de 12 ans à l'époque se prépare
à faire le cours classique, sachant que, encore une fois, vous devez changer d'école, vous vous éloignez d'où vous avez grandi. Comment vous avez vécu cette adaptation-là, ce changement-là? Ben, d'abord, la manière dont ça s'est décidé que j'aille là, c'est que les enseignants, les enseignantes qui m'avaient connu avaient parlé à mes parents pour leur dire qu'ils trouvaient que j'avais de la facilité, que je devrais aller au cours classique. Même le curé de la paroisse, qui espérait que je fasse un prêtre, sans doute, avait convaincu mes parents aussi que c'était important que j'aille au séminaire de Saint-Georges. Donc, c'était au séminaire de Saint-Georges, à Saint-Georges-de-Beauce. Il y a à peu près 10 kilomètres entre les deux, Beaujeu et Saint-Georges. Il fallait que j'aille pensionnaire pour être là. Et les règles du pensionnat, c'était assez sévère. Hein. On sortait une fois par mois pour aller dans notre famille, puis à Noël, puis à Pâques, là, une fin de semaine. Puis bon, c'était comme ça les premières années, là, mais c'était le pensionnat, donc. Fait que moi, j'écoutais ça, puis ça m'intéressait parce qu'il y avait des beaux défis. Là. Qui allait là, au séminaire de Saint-Georges? Les prêtres, les médecins, les avocats, toutes les grandes professions libérales, etc. C'est stimulant pour vous, là? Ben oui, parce que moi, tout ça m'intéressait. Toutes ces choses-là m'intéressaient, sauf la prêtrise. Ah bon, c'est ironique. J'ai su ça très tôt que ça ne m'intéresserait pas, ça. Je ne sais pas trop comment, mais en tout cas, c'est comme ça. Puis là, ça arrive un jour, le moment de l'entrée au séminaire. Donc, mes parents viennent me reconduire. J'étais allé le visiter un petit peu avant. On dormait dans des grands dortoirs où il y avait 75 jeunes à peu près, là, dans les dortoirs. On avait jusqu'à notre petit bureau, puis un petit lavabo un peu plus loin. Puis bon, en tout cas, c'était comme ça. Et puis, quand je suis arrivé, là, j'étais content. Mais là, quand les parents ont retourné de bord, puis ils s'en allaient, puis là, j'étais laissé là. Oui, hein, justement. Ouais. I, comment vous avez transformé le I en quelque chose de positif? Ben, il y avait l'espèce de tristesse d'être séparé de mon milieu familial où j'avais été tenu en serre chaude tout le temps. Oui. J'avais toujours été choyé. Ben, votre cocon, en fait. C'est ça. Ça s'est passé que c'était comme un défi à relever. C'était relever le défi d'être capable de m'organiser tout seul, par moi-même, avec les gens qui étaient là pour m'aider aussi, puis me débrouiller dans la vie avec ces choses-là, puis ces gens-là. C'était le défi, c'est ça. Ouais. Mais les premières nuits, là, dans ce dortoir de 72-75 enfants, je me souviens, là, on se couchait, on dormait assez rapidement, on se couchait assez tôt, vers 9 heures. Mais là, les premiers soirs de pensionnat, j'entendais des copains pleurer autour. Oh. Moi, j'en étais pas aux larmes, je dirais, mais ça me prenait au cœur un peu, là. Donc, cet ennui ou cette séparation-là, je la ressentais. C'est ça. Mais c'est ça qui s'est passé. Mais très rapidement, je me suis fait des amis, des grands amis. J'ai toujours eu beaucoup de grands amis, moi. C'était comme ça, là. Je sais pas. Je me permets de dire que vous êtes très sympathique, là. Ça aide beaucoup, là. Je vous le dis. En tout cas, l'entre-gens, probablement. La facilité à m'exprimer aussi. J'ai toujours aussi parlé. Moi, je suis quelqu'un qui parle. Donc, c'est ça. Ça s'est bien passé, adapté assez facilement. Et là, il y avait beaucoup plus d'élèves qui étaient très forts au plan intellectuel ou avec la facilité d'apprendre, disons. Ça fait que là, je n'étais pas dans les premiers, là. De temps en temps, j'avais la première note là, en latin. Moi, on faisait du latin et du grec. C'était quelque chose. Bon, géographie, français, évidemment. J'étais très bon en français, par contre. Donc, il m'arrivait d'avoir d'assez bons résultats pour être dans les tout premiers. On ramassait les pancartes, comme je disais. Quand on avait des examens importants dans ce temps-là, au séminaire, au cours classique, il sortait la liste des noms avec les résultats à côté. Puis on était par rang, hein, premier, deuxième. Quand on était le premier, on avait droit à avoir la pancarte, qu'on appelait, une copie de la liste en question, qui était affichée là, sur un tableau quelque part. Bon. Fait que moi, j'avais quelques pancartes de temps en temps. Mais c'était dans les premiers, mais je n'avais pas toujours les pancartes. C'est ça. Est-ce que vous vous considérez compétitif? Oui, mais pas en faire une obsession, je dirais. J'ai vu des personnes qui souffraient de ne pas être le premier ou la première, ou de ne pas être dans les tout premiers, ou de ne pas avoir la note qui... J'ai jamais souffert de ça, parce que déjà à cette époque-là, je pense que j'avais du respect pour les personnes qui avaient des moins bons résultats. Je me souviens d'un copain qui était dans ma classe à un moment donné, puis qui avait toujours eu énormément de difficultés. Il était toujours sur la note de passage au cours classique, tout le temps. Puis il a terminé son cours classique. Il s'appelait Marc, cet ami. C'était un bon ami à moi. Il n'était pas dans les meilleurs, il était dans les moins bons, dans ceux qui avaient le plus de difficultés à réussir.
Mais moi, j'avais beaucoup de sympathie pour lui. Il est devenu, ce bonhomme-là, avocat. Et plus tard, en droit immobilier, il a cessé de pratiquer le droit et il est devenu millionnaire, possédant une vingtaine d'immeubles du côté de Québec, d'immeubles à logement. Puis c'était sa réussite, mais un bonhomme qui a quand même très bien réussi dans la vie, si on veut, même s'il avait beaucoup de difficultés. Sa grande qualité, il fallait qu'il travaille énormément pour réussir. Et travailler pour réussir, pour moi, j'ai toujours cru, je sais que c'est très, très important. C'est aussi important d'être travaillant pour réussir que d'avoir les capacités. J'ai vu des gens qui avaient d'excellentes capacités, justement, au séminaire de Saint-Georges, au cours classique, d'excellentes capacités, mais qui les ont gâchées. Parce qu'ils vivaient un peu au-dessus de leurs moyens, si on veut. Donc, en faisant la fête, ils s'assoyaient sur leur laurier, ils se préparaient moins bien pour certains examens, puis il y avait échec. Et puis, bon, il y en a qui ne sont pas rendus à la fin du cours classique, et des très brillants, là, des très, très brillants. Et d'autres qui, aussi très, très brillants, n'ont pas tellement bien réussi dans la vie parce que ils n'avaient pas besoin de travailler pour gagner. Mais j'aime vous entendre parler de ça parce que c'est vrai que, tu sais, la réalité, c'est que tant mieux si la vie nous offre la capacité d'apprendre peut-être plus rapidement ou avoir une facilité pour, mais au bout du compte, tout dépend aussi de ce qu'on fait, de nos dons, de nos capacités, de nos forces. Tout dépend de ce qu'on en fait. Puis c'est le travail aussi, selon moi, après ça, mais c'est le travail derrière qui va mesurer finalement la réussite de ce qu'on en fait. Donc, puis cette empathie-là, je mets l'emphase là-dessus, mais encore cette belle empathie-là que vous avez, parce qu'on s'entend que vous auriez pu juste dire, bon, ben, moi, je suis vraiment hot, là, je me débrouille bien, je fais ma vie. Mais tu sais, encore là, cette belle empathie envers ceux et celles qui ont peut-être plus de difficultés, envers ceux qui doivent travailler toujours un petit peu plus pour atteindre les mêmes résultats. Donc, je trouve ça beau parce qu'on va parler aussi de votre vie comme enseignant. Mais encore ça, c'est juste que je mets l'emphase là-dessus. Je trouve ça beau de voir que justement cette petite empathie-là, cette petite... Moi, j'étais dans les moyens forts, si on peut dire, au cours classique, aux études classiques. Et il fallait que je lise. Moi, quand le professeur, à la fin du cours, disait, bon là, ici au prochain cours, vous devriez lire ça, moi, je les faisais, les lectures. Il y en a qui ne les faisaient pas. Il n'y avait pas besoin. Ils arrivaient, puis ils trouvaient quelque chose à dire, puis ça passait comme ça. Mais ils ne faisaient pas leur lecture. C'était comme ça tout le temps du cours classique. Et quand je suis arrivé à l'université, c'était pareil. Il fallait lire. Je connais des gens qui sont sortis avec un bac à l'université, mais qui n'ont pas beaucoup travaillé pour l'avoir, leur bac. Là, puis ils n'ont pas fait les lectures, puis les démarches, puis la recherche qu'il fallait pour aller chercher vraiment de la substance dans leur profession. De leur profession. Moi, je faisais ces choses-là. J'y croyais profondément, j'y crois encore. Je sais que c'est par le travail puis les efforts qu'on va mettre qui vont nous permettre d'arriver à un moment donné à un succès qu'on avait espéré ou qu'on visait. Et autrement, on va faire confiance à la chance. Puis des fois, la chance, ça peut prendre du temps avant d'arriver. On va se le dire, c'est subjectif, la chance. Moi, c'est ça. Je suis dans un groupe de loterie, là, avec Marcel, d'ailleurs, mon ami Marcel, et puis... qui a participé au balado, d'ailleurs. Oui. Et puis, je sais bien que ça se pourrait qu'on ait, à un moment donné, dans notre groupe, qu'on ait un gros lot, puis tout ça, mais je ne fais pas confiance à ça, puis je compte pas là-dessus pour aller en voyage. Là. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est plus le travail et les efforts qui sont payants à un moment donné parce que ça nous amène à faire des choix. Et j'ai toujours pensé qu'il y a des choix qui étaient décisifs dans la vie. Et ça commence très tôt, ces choix-là. Et on fait nos choix, puis on avance tranquillement. Puis si on fait les bons choix, on va parvenir à atteindre nos objectifs. Mais il suffit d'un très mauvais choix à un moment donné pour faire que ça va être des échecs, ça va être de la difficulté. Oui, puis les bons choix, mais aussi d'apprendre de ces choix-là, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je trouve qu'il y a une nuance qui est intéressante là-dedans aussi. Et ça me fait penser qu'un de mes rêves de jeunesse, parce que je lisais beaucoup, je lisais mes lectures je faisais mes lectures pour le travail, les travaux et tout ça, mais je faisais aussi beaucoup de lectures de bibliothèque. Et j'avais lu à ce moment-là tous les livres à peu près qui parlaient d'avions, pilote de guerre, Saint-Exupéry. Je vais tout lu ça, moi. Et mon rêve, c'était d'être pilote d'avion, pilote de chasse. Je voulais être... Bon, alors, c'est ça. C'est un grand rêve de devenir pilote. Jusqu'à ce que je découvre, à un moment donné, vers 15-16 ans, que je n'avais pas la vue, la vision, les yeux qui permettaient de devenir pilote. C'est cruel, ça. C'est cruel parce que là, c'est comme si mon monde s'écroulait. Parce que moi, je réussissais bien partout, jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'avais besoin de lunettes. Puis un peu plus tard, j'ai réalisé que parce que j'avais besoin de ça et que j'avais des difficultés avec mes yeux,
que je ne pourrais jamais devenir pilote. Ça doit C'est un deuil. Ben, c'est un deuil, puis ça doit être confrontant aussi de se dire que malgré le fait qu'on travaille très fort, qu'on est rigoureux dans notre travail, qu'au bout du compte, c'est notre physique qui fait, c'est un enjeu physique qui fait en sorte que notre rêve il n'est pas réalisable. Comme vous dites, c'est un deuil complet. Oui. Je me permets de vous demander, avec le recul, comment vous avez traversé ce deuil-là? J'ai pas parlé de ça à beaucoup de monde. Je me souviens même pas d'avoir parlé de ça à du monde. J'ai gardé ça pour moi. Puis j'ai réfléchi autour de tout ça. Puis je me suis dit, ben si je peux pas devenir pilote, qu'est-ce que je peux faire dans la vie? Qu'est-ce qui m'intéresse? Où je vais m'en aller? Je ne sais pas trop. Bon, on verra. Je continue, puis j'y pense plus. Et puis je m'oriente vers autre chose. Et là, je suis en recherche de voir qu'est-ce que sont mes intérêts dans la vie. Et c'est un peu comme ça que j'ai passé à travers. Je dirais pas que ça m'a affecté dans ma façon de vivre. Je me suis dit, ben il faut que j'apprenne à vivre avec ça. Je peux pas changer ça. C'est peut-être un peu comme à la campagne. On est confronté à des difficultés importantes, puis on apprend à se débrouiller beaucoup. Quand on est né en campagne, là, sur une ferme, on apprend à se débrouiller avec beaucoup de choses. J'imagine qu'on apprend rapidement à mettre son effort sur ce qu'on contrôle versus qu'est-ce qu'on ne contrôle pas. Probablement. En tout cas, je dirais que je suis bien passé à travers ça. Mais j'ai vécu, ça m'a amené à une période d'incertitude par rapport à mon avenir. Parce que là, je ne savais pas vraiment vers quoi je me dirigerais. Et à la fin du cours classique, il y a entre autres la prise de ruban. Oui, d'ailleurs, je voulais vous en parler. Justement, je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Allez-y. Ben moi, comme j'avais depuis déjà plusieurs années, là, parce que c'était 7 ans, c'était 8 ans le cours classique traditionnel, mais moi, je suis arrivé dans le changement, on est passé au collégial, là. Fait que j'ai pas fait le cours classique de 8 ans, j'ai fait 7 ans. Mais à 7 ans, après 7 ans, il y avait la prise de ruban. C'est-à-dire que c'est une soirée, grande soirée où les parents sont invités. On est dans un grand amphithéâtre et chaque étudiant finissant est appelé à monter sur la scène et à annoncer le ruban qu'il a choisi. Le ruban blanc étant la prêtrise. Ce que vous n'alliez pas faire. J'ai toutes les autres couleurs là, qui suivent après pour le droit et ainsi de suite. Là, il y avait beaucoup de choses. Là. Et moi, quand je suis arrivé là, il faut que je dise que même au cours de la dernière année avant la prise de ruban, je savais que je n'irais pas vers la prêtrise, ça c'était sûr, ça je le savais depuis très longtemps, mais quoi exactement? Il y avait la médecine qui pouvait m'intéresser un petit peu, mais il fallait être très très fort pour aller en médecine, donc ça prenait de très très bons résultats, je n'étais pas sûr de les avoir nécessairement, je les aurais peut-être eu, je ne suis pas sûr. Mais il y avait des aspects dans ça qui m'intimidaient un peu aussi, là. La qualité de vie entre autres. Mais il y avait aussi le droit qui m'intéressait beaucoup, beaucoup, le droit. Mais finalement, je n'ai pas choisi ça. J'ai choisi psychopédagogie de l'enfance inadaptée. Ça s'appelait psychopédagogie de l'enfance inadaptée. Ce qu'on peut traduire aujourd'hui en 2024 pour l'adaptation scolaire, en fait. Oui, parce qu'à ce moment-là, déjà, au moment de la prise de ruban, il fallait faire nos demandes à l'université. Donc, j'avais dû, avant, réfléchir où est-ce que j'allais à l'université, puis j'avais choisi la faculté des sciences d'éducation. Et dans la faculté des sciences d'éducation, il y avait quand même un certain nombre d'options, dont l'adaptation scolaire. C'est ce que j'ai choisi. Puis on en avait parlé un petit peu ensemble, mais c'est un peu comme vous l'avez souligné tantôt, le fait d'être confronté aussi jeune au fait que vous avez un père qui avait un handicap physique, puis cette empathie-là, cette sensibilité auprès de ceux et celles qui ont peut-être plus de difficultés, bien déjà d'emblée, je pense qu'il y avait déjà cette petite graine-là qui se met en vous, là. Oui, et ça s'est confirmé par la suite quand j'ai fait ces études-là. Pendant les études même, on allait visiter des institutions, on allait dans des écoles, on voyait des élèves handicapés, des élèves handicapés physiques, handicapés visuels, handicapés auditifs, tous les types de problèmes d'adaptation finalement. Et j'avais toujours cette espèce de sympathie pour, je devrais dire empathie, parce que sympathie, on ne peut pas, il ne faut pas que les gens dont on s'occupe ou qu'on veut aider ressentent de la pitié. Il ne faut pas leur montrer qu'on a pitié d'eux, puis c'est pour ça qu'on les aide. Non. Je pense qu'il faut développer un intérêt pour leur capacité d'apprendre qui est un peu différente. Il faut trouver quelle sera leur capacité, eux autres, d'apprendre. Comment vont-ils réussir dans la vie avec cet handicap-là qu'ils ont? Ce handicap-là qu'ils ont. Alors, c'était ça. Dès le début de ces études-là, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Suffisamment, en tout cas, pour, à la fin de mon bac, poursuivre une année supplémentaire à temps plein à la maîtrise, un diplôme de 2e cycle, et pour terminer finalement cette maîtrise-là après en travaillant.
parce que j'avais commencé à travailler dans l'enseignement après la première année à temps plein à la maîtrise. Donc, après 4 ans d'université, je pouvais enseigner à plein temps et terminer ma maîtrise par les soirs puis l'été. C'est ce que j'ai fait. Mais toujours dans ce domaine-là qui m'intéressait énormément. Et c'est ça. Si vous me permettez, M. Gérald, avant qu'on continue, parce que c'est tellement un sujet intéressant, puis j'adore vous entendre parler de ça, vous êtes tellement... Je sens que vous avez tellement été passionné de votre métier, fait qu'on va prendre le temps d'en discuter. Mais j'aimerais qu'on revienne un instant sur vos années d'études, mais un petit peu plus jeunes, parce qu'on a beaucoup parlé de vous au niveau académique, mais j'aimerais savoir... puis vous avez parlé aussi de votre rêve de devenir pilote, mais j'aimerais savoir, le petit Gérald, c'était quoi ses intérêts à lui? C'était quoi justement ses passions, ses intérêts à travers vos études, à travers tout ça? Ben, nous avions des cours d'éducation physique assez poussés à cette époque-là, et on a eu à un moment donné un champion de gymnastique comme professeur. Et lui, il nous apprenait les appareils de gymnastique, donc les anneaux, les barres parallèles, le tapis au sol et tout ça, les exercices. J'étais très bon là-dedans, moi, en gymnastique. Donc, j'ai poussé la gymnastique à un niveau assez élevé. C'était une des choses que j'aimais beaucoup. J'étais un sportif. J'étais aussi un joueur de ping-pong. Parce que j'avais un ami qui jouait au ping-pong, puis il m'a dit, ben, tu veux essayer? OK, je vais essayer. C'était comme mon professeur, lui, parce qu'il était beaucoup meilleur que moi. Moi, je commençais, tout ça. Ça n'a pas pris beaucoup de temps que je suis devenu meilleur que mon professeur. Alors, je le battais tout le temps. L'esprit de compétition. J'étais très compétitif en ping-pong. Puis, je pouvais sauter d'un coin de la table à l'autre coin très, très vite. Puis, physiquement, je me déménageais très vite. Et puis, c'est bon. Ensuite, j'ai joué au hockey aussi. Mais comme joueur, pas tant que ça. J'ai joué un petit peu jusqu'au niveau bantam. À un moment donné, on avait des compétitions avec les autres collèges voisins et tout ça. Donc, j'ai joué au hockey. J'étais défenseur. Mais je suis devenu arbitre au hockey. Pourquoi? Comment c'est arrivé? Je ne sais pas trop. À un moment donné, on m'a demandé d'arbitrer, si je voulais arbitrer. Alors, j'ai pris le sifflet, puis je suis devenu arbitre. Bon, ils ont aimé comment je me débrouillais comme arbitre. Puis là, j'ai commencé à être demandé pour arbitrer des parties de plus en plus, à un niveau de plus en plus élevé. Et à un moment donné, j'ai arbitré une partie de l'équipe la plus forte du séminaire de Saint-Georges. On était des finissants à ce moment-là contre l'équipe la plus forte d'un autre séminaire, Saint-Victor, en fait. Là, c'était ça, là. C'était deux, disons, collèges classiques entre lesquels il y avait une certaine compétition. Une rivalité. C'est ça. Puis c'était la rencontre des deux collèges. Donc, on m'a demandé à moi d'être l'arbitre de cette partie-là. Alors, j'ai arbitré cette partie-là. Puis, à partir de ce moment-là, j'étais l'arbitre principal là, au séminaire de Saint-Georges pour ces équipes-là. J'avais commencé aussi, à cette époque-là, peut-être 2-3 ans avant de finir mon classique, du judo. Et je faisais du judo. Et j'ai monté en grade, monté en ceinture. J'étais rendu aux ceintures orange, verte, donc dans le début du judo, ça, là. Et puis, je faisais de la compétition de judo. Notre professeur nous faisait faire des compétitions. Une compétition de judo, ça dure 3 minutes. Et au bout des 3 minutes, là, on peut avoir un orteil cassé, on s'en est pas rendu compte. Et puis, on est épuisé après 3 minutes. Mais c'était un défi immense là, de remporter la victoire au judo. Après ça, on a terminé le classique. Je suis allé à l'université. À l'université, il y avait il y avait du judo. Et j'ai commencé, j'ai poursuivi le judo à l'université. Et là aussi, quelques compétitions de judo à ce niveau-là. J'étais au moment de passer à la ceinture bleue. La ceinture suivante, c'est un niveau quand même moyen en judo. Puis là, j'ai cessé parce que d'autres intérêts, c'était plus difficile de me rendre disponible pour le moment où avaient lieu les cours. Je me suis tourné vers la course à pied. Puis je me suis mis à faire du jogging assez intensivement. Vous êtes partout! Donc, jogging intensif. J'allais courir mon kilomètre 4-5 fois par semaine. Après ça, je me suis mis à la natation. Et là, j'allais nager mon kilomètre au crawl à peu près 4-5 jours par semaine.
Et après ça, je me suis mis à jouer au racquetball. J'ai joué beaucoup au racquetball. J'ai aimé ça, le racquetball. Ben, en fait, de ce que je comprends, vous avez pas mal fait tous les sports possibles aux Olympiques, là. Quasiment. Presque tous. Presque tous. Oui, c'est ça. Puis, je sais qu'aujourd'hui, vous êtes un grand passionné de photographie. D'ailleurs, vers la fin de notre épisode, je vais montrer aussi quelques photos que vous avez faites qui sont absolument sublimes. Mais est-ce que la photographie est arrivée à cette époque-là ou c'est arrivé plus tard? Ça a commencé très tôt, la photographie. Oui. Parce que dès que j'ai commencé à avoir des petits revenus, peut-être j'allais garder chez les voisins ou quelque chose comme ça. Bon, ma mère, elle nous disait, on va mettre ça dans ton compte de banque et tout ça. Puis dès que j'ai eu un petit peu d'argent, je voulais m'acheter un premier appareil photo. Et l'appareil photo en question, c'était à cette époque-là un petit Instamatic. C'était un Instamatic, ça coûtait pas très cher. On mettait un film de 12 pouces là-dedans, puis là, on prenait des photos. J'avais 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Là. Mais ça, vous étiez jeune pour la photo, oui. C'est beau. Puis j'allais toujours faire développer mes films, mes photos chez un photographe à Beauceville, un photographe professionnel. Il photographiait des mariages, il photographiait toutes sortes de choses. Là. Hervé, qui s'appelait, le photographe en question, est rendu à l'âge de 16-17 ans. À un moment donné, il m'a dit, j'étais passé chercher mes photos, il dit, je vais te proposer quelque chose. Il dit, je te prêterai un de mes appareils photo, puis je te donnerai quelques conseils de base, puis je te prendrai comme assistant pour des photos de mariage. J'ai besoin d'avoir quelques personnes qui sont capables d'aller photographier des mariages, parce que j'en ai 3 par fin de semaine, 4 par fin de semaine, puis je ne peux pas toutes les faire. On ne fournit pas. J'aimerais ça faire des photos de mariage. Si je t'explique un peu la base, puis je te passe un très bon appareil professionnel, puis tout ça. Mais je dis, bien sûr, je suis intéressé. Fait à partir de ce moment-là, il m'a dit, c'est parce qu'il dit, je vois tes photos depuis plusieurs années, puis je trouve que tu as un bon œil, puis je pense que tu serais capable de faire ça. À partir de ce moment-là, il m'a entré dans la salle de développement, la chambre noire, puis là, il travaillait avec l'agrandisseur, puis il m'expliquait tous les principes de base de la photographie. Tous les principes. La photographie, dans le fond, ça se résume à l'ouverture, la lumière, la vitesse, l'étendue de la clarté dans notre photo, etc. Il y a quelques grands principes qui se chevauchent, puis à travers lesquels il faut s'ajuster constamment. Il m'a tout expliqué ça, y compris l'agrandissable, le développement des films et des photos et tout. Puis le cadrage, toujours. Parce que le cadrage, c'est la règle de base. C'est si tu ne vois pas là où il faut prendre la photo, c'est très difficile. Puis j'imagine, moi je fais mon mea culpa, je ne m'y connais pas vraiment en photographie, mais j'imagine que de développer puis de travailler les photos à l'époque versus aujourd'hui en 2024, ça ne doit pas être la même chose du tout non plus. Non, pas du tout. C'est sûr, aujourd'hui, avec le numérique, toutes les choses ont changé. Mais l'avoir appris en argentique, c'est une grande leçon pour avoir encore plus de facilité avec le numérique, je dirais. En argentique, ça veut dire quoi? Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ça comme moi. L'argentique, c'est les anciens appareils l'appareil photo. On mettait le photo en rouleau dans l'appareil. Il ne fallait pas l'ouvrir parce qu'on perdait toutes les photos qui étaient là-dessus. Okay. Il ne fallait pas que ça aille à la lumière. Quand le film était fini, on le sortait de là en l'enroulant pour qu'il soit soumis à la lumière. On l'amenait dans la chambre noire. On le sortait, on le mettait dans des produits pour faire apparaître les photos, les négatifs. Et après ça, on prenait les négatifs et on les mettait sur l'agrandisseur pour voir la photo. Puis là, on regardait, la lumière nous projetait l'image sur le papier photo. Et là, quand on était prêt à imprimer la photo, après avoir trouvé le cadrage puis les ajustements, il fallait déterminer le temps nécessaire d'exposition de la photo pour que ça s'imprime sur le papier. Et le papier, il fallait le mettre dans 3 produits différents, liquides. 3 liquides différents. Pour faire apparaître la photo, après ça, solidifier les choses qui étaient imprimées, qui étaient là-dessus, et à la fin, comme nettoyer, annuler l'effet des produits, le mettre dans une solution vinaigrée pour tout ça, puis faire sécher la photo. Alors, c'était le processus qu'on appelle argentique, parce que le film, il y a une pellicule d'argent dans le film. En tout cas, je pense pour ça que ça s'appelle argentique, là. Écoutez, peut-être que oui, mais de ce que la manière que je vous écoute, puis que je suis absolument fascinée par tout ce que vous dites présentement, mais c'est aussi, je trouve, l'aspect protocolaire aussi. T'sais, au-delà de prendre la photo, de la méthode argentique, comme vous dites, il y a quelque chose, je trouve, de très protocolaire. Je sais pas, je trouve ça beau. Ça a peut-être l'air simple, mais quand on s'y colle de près, ce sont une série de petits détails.
J'ai toujours été quelqu'un qui aimait les détails, qui était aux détails. Puis moi, tous ces détails-là, je les retenais. Et puis, j'aimais ça les apprendre, d'abord. Fait que, à ce moment-là, par exemple, le film, quand on le met dans le produit pour le développer, c'est dans une boîte noire. Et puis là, il fallait un chronomètre, il fallait compter le nombre de minutes très précis. Ça, c'est précis, oui, là. c'est ça. Tout est précis en photographie. Wow. Tout. Et cette précision-là, c'est ça qui mène à des bons résultats. Puis, je me permets de continuer parce qu'avant d'aller, parce que justement, on parlait du fait que là, vous êtes devenu enseignant, que vous avez terminé l'université, mais avant ça, j'aimerais vous écouter concernant vos premières expériences de travail, premières expériences de voyage aussi combinées, parce que vous, les étés, quand vous étiez justement aux études, bien, vous deviez travailler pour avoir des sous. Puis, vous avez fait des expériences de travail quand même atypiques, surtout pour l'époque. J'aimerais vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. Notamment, vous avez été en Ontario, Donc ça, je vous laisse vous en parler. C'est sûr que très tôt, à la fin des études classiques, déjà, je m'intéressais beaucoup au voyage. J'avais appris toutes les capitales des pays d'Amérique du Sud, par exemple, je les savais toutes par cœur. Bon, j'avais cet intérêt pour la géographie puis le monde. Je voulais découvrir le monde. C'était vraiment ça, là. Et puis... Puis je me permets, on a environ en quelle année, là, à ce moment-là? On est en 66, 7, 8. OK, parfait. Juste pour ce... J'ai fini en 69, le cours classique. Donc, je dis que c'est avant la fin des études classiques parce que c'est avant que mes intérêts pour les voyages se présentaient. Et quand j'avais 16 ans, j'avais un des cousins plus âgés qui était allé faire la culture du tabac en Ontario. Le ramassage des feuilles de tabac dans le sud de l'Ontario. Bon, les gens fumaient dans ce temps-là. Oui. On ne connaissait pas les aspects négatifs comme aujourd'hui du tabac, mais ça leur permettait de prendre le train, de s'en aller jusque dans le sud de l'Ontario, puis de faire un mois de temps le ramassage des feuilles de tabac. Moi, je trouvais ça fascinant, puis j'aimais ça. Puis j'avais dit à mon père, moi, j'aimerais ça, aller faire ça. Puis cette année, là, il y a un tel qui part, là, j'aimerais ça, je serais prêt à partir avec eux autres. Puis j'avais quand même pas directement demandé la permission à mon père, mais j'avais laissé entendre que j'aimerais ça. Ben, il dit, là, tu es un peu jeune. Mais il dit, l'année prochaine. Vous avez quel âge? J'avais 16 ans. Okay. L'année suivante, j'avais 17 ans. Donc, il dit, l'année prochaine, OK. L'année suivante est arrivée et je suis allé faire la culture du tabac en Ontario. Comme j'aimais les langues, j'étais bon en anglais déjà à cette époque-là, dans le petit groupe qu'on était, puis il y avait mon frère, qui était plus âgé que moi, qui était avec moi aussi, et un cousin. C'était moi qui parlais pour les autres, parce que les autres, ils ne parlaient pas du tout anglais. Puis moi, ça m'a donné la première occasion d'expérimenter l'anglais, parce que je l'avais étudié sur papier comme il faut, mais parler, pas beaucoup, parce qu'on n'a pas l'occasion à ce moment-là, puis au Québec. Mais là, j'ai commencé à m'essayer, si on veut, en anglais. J'ai aperçu que les gens me comprenaient. Ben, c'est le fun. Je pouvais poser mes questions et tout. Ça fait que là, c'était souvent par moi que les messages passaient. Et du patron anglophone qui donnait les instructions, puis moi qui les redonnais en français aux autres. Alors, j'ai commencé à ce moment-là à voir l'utilité de la connaissance d'une autre langue, qui est aussi l'apprentissage d'une autre culture, qui n'est pas un objet, qui n'est pas à négliger. C'est très important, je pense, pour obtenir cette espèce d'ouverture d'esprit par rapport à la différence, puis à tout ce qui peut nous entourer. Plutôt que de rester dans notre petit cocon, là, notre cellule à nous, puis craindre tout ce qui est différent, puis tout ce qui est autour. J'ai jamais eu cette mentalité-là. Jamais eu ça. J'ai toujours eu l'intérêt de voir la différence, de connaître tout ce qui existe autour de chez nous, autour du Québec. Puis après la culture du tabac, je l'ai fait 2 étés d'affilée. C'est intéressant parce que la paye était bonne. Et ça me permettait de contribuer à payer mes études. Déjà, à la fin du cours classique, c'était le collégial, puis il y avait des coûts, il fallait acheter des livres. Moi, ça me permettait de commencer mon année scolaire quand je revenais de là-bas avec un pactole, là, avec un montant d'argent qui était important pour l'époque, et de contribuer. Parce que j'avais le goût d'être autonome financièrement le plus rapidement possible. Mes parents n'ont jamais été riches. On n'a pas souffert de pauvreté, je dirais. Mais ça coûtait cher à mes parents, les études. Vous étiez conscient que vous étiez pas vous étiez conscient que c'était quand même un privilège pour vous. Oui, puis tout le cours classique, mes premières années, tout ça, il fallait qu'ils payent mes parents pour ça. Là. Ils ont même eu de l'aide un peu de la paroisse à un moment donné pour payer une partie des choses, parce que
toute la période où est-ce qu'il espérait que je devienne un prêtre. Là, c'est comme si le diocèse payait quelque chose. En tout cas, on était dans un séminaire. Bon, je sais qu'ils ont eu profité un peu d'aide, mais en général, c'était eux autres qui payaient les choses, puis je sais que ça coûtait cher. Pour l'époque, là, ça coûtait cher, ça, pour mes parents. Alors moi, je voulais me départir de ça, puis le plus tôt possible, dès que je serais capable d'aller gagner un peu de sous pour être capable de payer mes affaires moi-même, je voulais ça. C'est arrivé très vite, parce que déjà, à la fin du collégial, j'étais capable de payer mes frais de scolarité moi-même. Puis quand je suis rentré à l'université, ça coûtait encore plus cher. Et là encore, je me suis dit, bon, il faut que je trouve quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai trouvé que je pouvais aller travailler en construction à Hartford, au Connecticut, puis que c'était très payant. Est-ce que j'étais capable? Est-ce que je serais capable? Est-ce que je serais bon en construction? Probablement. Je suis pas mal bon dans tout. Fait que vous venez d'une ferme en plus. Je suis habitué de travailler avec un marteau sur une ferme, des outils, une scie. Alors, je suis arrivé là-bas, puis j'ai commencé à faire le travail. On gagnait de très bons salaires, d'ailleurs. Mais comment ça fonctionnait? Est-ce que vous aviez besoin d'un visa? Parce que, tu sais, on s'entend que c'est pas comme aujourd'hui où, tu sais, il faut... Non, on était en pure illégalité. Il y avait beaucoup de Québécois qui étaient là, pas de visa. Ouais. Mais il y avait besoin, là-bas. Ça construisait à une vitesse terrible, là-bas, des immeubles. Et puis, les Québécois étaient reconnus, réputés comme de bons travailleurs, puis qui étaient habiles et tout ça. Je suis arrivé là-bas, il y avait des patrons qui parlaient français d'ailleurs, il y avait beaucoup de Québécois. Puis j'avais pas de visa, c'est sûr, mais j'ai fait mon premier été au complet. J'ai remporté tous les revenus dont j'avais besoin pour payer mon année scolaire. Puis à la toute fin, je pense que c'est une semaine ou deux avant qu'on parte, la date de notre départ. Il y a des inspecteurs qui sont arrivés sur le chantier, puis ils nous ont arrêtés parce qu'ils nous ont demandé notre visa, puis on ne l'avait pas, évidemment. Alors là, l'immigration, entrevue, empreinte des mains, etc., toute l'affaire. Puis là, ils nous ont dit, vous allez avoir 24 heures pour quitter le pays. C'est tout. On est reparti, puis on s'en est chez nous, puis c'était fini. Tout bonnement. Tout bonnement. Hey, c'est pas comme aujourd'hui, hein? Non. Ça fait que l'année suivante, je suis retourné. Finalement. Je suis retourné, puis j'ai retravaillé encore aux États-Unis pendant un mois, intensivement. Et là encore, l'immigration, arrêté une deuxième fois, repasse à l'immigration, empreinte et tout, photo et toute l'affaire. Puis là, c'était la même chose, c'était 24 heures. Là, je pense que maintenant, c'était pas 12 heures. Là. Oh, ouais, il là, fallait c'est donner comme un papier à la frontière, comme quoi qu'on était sorti. En tout cas, c'était plus sévère un peu. Là, c'est votre deuxième fois, là, ce serait le temps que vous repartiez pour vrai. C'est ça. Mais là, moi, l'été n'était pas fini, j'avais pas gagné ce qu'il fallait tout à fait. Ça fait que j'étais avec un bon copain. Bon copain en question, c'était la même situation pour lui. C'était un étudiant au séminaire de Saint-Georges, un de mes confrères de classe, autrement dit, bon, etc. Ça fait que là, on décide d'aller travailler dans le sud de l'Ontario. Là, on était au Canada, puis on pouvait travailler en construction. Il n'y avait pas les règles qu'on avait, qui étaient très sévères déjà au Québec pour la construction. Prendre les cartes et tout. Là-bas, ça ne prenait pas ça. Et dans ma dernière année, j'avais appris à tirer des joints, qu'on appelle. Des joints en construction. Alors, c'est le tape ou la bande blanche, là, puis le ciment, puis gratter, puis tout ça. Là. J'avais appris ça, moi. Et j'aimais ça beaucoup. C'était très détaillé. C'était au détail, ça. C'était du détail. Toujours aimé le détail. Oui, bien ça, un homme de détail, de précision. C'est vous, ça. Ça fait que je suis allé dans le sud de l'Ontario, puis je me suis présenté là comme quelqu'un qui était capable de tirer des joints. J'ai été engagé avec mon copain, puis on s'est mis à tirer des joints. Alors, on a tiré des joints pendant un mois de temps, à peu près. Mais on n'avait pas tous les revenus qu'il nous fallait encore, puis il y a eu une grève de la construction, puis ça s'est arrêté là. Oh non! Fini. Ça fait que là, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'avais une auto. J'avais une vieille auto, mais je m'étais acheté ma première voiture, et puis, c'est ça. J'avais dit, je dis à mon copain, un soir, on était dans un petit appartement, on avait une grande chambre avec chacun notre lit de chaque bar, puis j'ai dit, on était couché, j'ai dit, moi, j'irai en Californie. J'avais le rêve d'aller en Californie. Tout ça vient, voyager, voir du pays, etc. On a le temps, là, parce qu'au début d'août, c'est la saison du tabac. Puis on peut aller se refaire un peu en allant faire la saison du tabac. Renflouer un peu les coffres, comme on dit, là. Donc, ça nous donnait 3 semaines pour aller jusqu'en Californie puis revenir. Ce qu'on s'est préparé à faire, je pensais de partir avec mon auto. La veille du départ, je m'en vais porter mes outils, parce qu'on était à Hartford cette fois-là. Je vais porter les outils, donc, chez quelqu'un qu'on connaissait, qui allait nous garder ça. Le quelqu'un en question nous dit, mais j'avais exprimé mes craintes pour ma voiture, qui était quand même assez usagée, assez âgée. Alors, il me dit, vous pouvez prendre des autos. Dans toutes les grandes villes américaines, il y a le transport d'auto. Vous regardez dans les annonces, là, il y a des gens qui demandent des chauffeurs pour conduire une auto d'un bord du pays à l'autre, puis des grands trajets comme ça. On vous laisse l'auto, c'est gratuit. Vous avez qu'à amener l'auto.
sur place et tout ça. Ah, c'est intéressant, ça, c'est fantastique, ça. Le lendemain matin, on achète le journal, on trouve une auto, on appelle. Oui, il dit, bon, on arrive là, il nous dit, j'ai une Camaro ici qui a été achetée par quelqu'un à Salt Lake City. On était à Détroit, parce que je travaillais à Windsor, en Ontario, donc on avait traversé le pont, puis on était à Détroit. Alors, il dit, c'est une Camaro avec un moteur 396 boosté, avec des pneus comme ça, à l'arrière. Une voiture de course, pratiquement. Il dit, faudrait que vous ameniez ça à Salt Lake City. J'ai dit, là, ça va pas coûter cher, le gaz, ça, là. Le gaz coûtait rien à ce moment-là, déjà, là. Mais quand même, on n'avait pas tant d'argent que ça, nous autres, là. Ouais. Fait qu'il dit, ouais, mais je vais vous payer le gaz. Fait que, nous autres, on avait le gaz payé, une Camaro 396 boostée, il fallait s'en aller à Salt Lake City. Wow, deux étudiants en quête de liberté, de voyage, de voir le monde. Fou, en fait, c'est le rêve, c'est le rêve. Alors, on est parti tout de suite le soir même, et puis en direction de... on est allé s'acheter une petite tente, puis un sac de couchage, puis le nécessaire pour faire du camping de base, là, parce qu'on coucherait en camping, on ne couchait pas dans les hôtels, on n'avait pas le moyen de faire ça. Ça fait que c'est ça qu'on a fait. On est allé porter ça à Salt Lake City. Puis rendu à Salt Lake City, on a remis l'auto et tout, puis là, on a dit, nous autres, c'est pas là qu'on voulait aller, on voulait aller en Californie. Donc, on va se rendre en Californie. On regarde des autobus. Il y avait un autobus qui partait de Salt Lake City, puis qui passait par Las Vegas, puis qui se rendait jusqu'à Los Angeles. On a dit, on va se prendre ce billet-là, puis on s'en va à Los Angeles. C'est ce qu'on a fait. On est arrêté à Las Vegas, entre autres, puis là, je voulais voir ça. Moi, on a fait un arrêt là, un peu plus long, parce qu'on est allé marcher dans les rues. Je me souviens, il était vers midi et demi à peu près. Il devait faire à peu près 102 degrés, au gros soleil. Puis nous autres, on marchait, mon copain et moi, dans les rues de Las Vegas. Il n'y a personne. Tout le monde était en dedans. Oui. C'était tous des casinos qu'il y avait autour, puis les casinos étaient pleins de monde. Puis nous autres, on marchait dehors. On est rentré un peu dans les casinos, mais on n'avait pas d'argent pour jouer là. Nous autres, on a regardé, par exemple, la frénésie, la folie qu'il y avait là-dedans. Oui. C'est ça. Donc, ça, c'est l'épisode Las Vegas rapide. Et puis, après ça, l'autobus, puis jusqu'à Los Angeles. Et voir Los Angeles un petit peu, se promener en autobus là-dedans. Et se retrouver une voiture à ramener à Détroit. Parce que ma voiture était à Détroit. Et il fallait revenir. Donc, c'est ça. Les journaux, les annonces classées, trouver quelqu'un qui nous ramène, qui aurait une auto à ramener. On trouve une auto qui était, non pas à Los Angeles, mais plus au nord, 400 km au nord. Et puis là, il fallait se rendre là par nos moyens pour aller prendre cette auto-là, puis la ramener à Détroit. Ce qu'on a fait, les trajets avion, train, on a vu que l'avion, c'était pas très cher. C'était entre deux grandes villes, ça va très bien. Là. Ça fait qu'on a pris l'avion, finalement. On s'est en allé chercher la voiture en question. Je traversais sur le Golden Gate à ce moment-là. Je me souviens, parce que l'auto était de l'autre côté. On traversait ça. J'étais tellement impressionné. Puis j'imagine aussi, on se replonge dans l'époque des années fin 60, début 70. J'imagine, l'espèce de... Je sais pas, j'imagine un peu une espèce d'époque nostalgique aussi, l'Amérique dans ces années-là aussi, comme quelque chose de trépitant, on dirait. Il y avait en tout cas un grand goût de découvrir et de voir la différence. Les modes de vie aux États-Unis, c'est très différent de chez nous et tout ça. C'était très, très fascinant. Et on a eu notre voiture et on est revenu. Mais en revenant, on arrêtait un peu partout. On a vu toutes sortes de choses. C'est sûr qu'on... Un vrai road trip. On était en camping, mais on rencontrait... le soir, on rencontrait des familles, des gens avec qui on se mettait à placoter, des Américains, des Américaines, les jeunes. Et puis, c'était un voyage aller-retour, finalement, fascinant, très, très intéressant. Et c'était fantastique, disons, là, tout ça. Puis là, on est revenu au Québec et... c'était à ce moment-là l'université qui devait commencer, je me souviens. Et pendant qu'on était à Hartford, juste avant un petit peu, j'avais le goût, moi, d'aller dans le haut de l'Empire State Building à New York. Alors, de Hartford, un train, une fin de semaine allongée, parce qu'il y avait un congé de lundi, j'ai dit à un de mes copains qui était avec moi là, j'ai dit, ça te tente-tu de venir à New York? On irait à New York. Puis on coucherait une nuit à l'hôtel là, parce que c'est loin quand même. Là. On prend notre billet de retour, on va à New York, puis moi, je veux grimper dans l'Empire State. On a fait ça, rentrer à New York, monter dans le haut de l'Empire State. J'ai pris mes photos du haut de l'Empire State, du 102e étage de l'Empire State Building. Puis je suis revenu, bien satisfait. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, quand vous étiez en haut de l'Empire State Building, puis de faire « Wow, je suis là ». Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Je me suis dit, je suis un privilégié. Je l'ai fait, mon privilège. Je me l'ai organisé. J'ai gagné les sous qu'il fallait pour être capable de me permettre ça. Mais je me suis dit, comme j'étais chanceux.
Puis à ce moment-là, j'étais avec mon meilleur ami du séminaire de Saint-Georges, cours classique, mon meilleur ami qui s'appelait François, puis qui par la suite est devenu mon beau-frère. Parce que je suis allé chez eux, dans sa famille, il y avait sa sœur, j'ai rencontré sa sœur, et finalement, j'ai sorti avec sa sœur et on s'est mariés. Donc, mon c'est meilleur beau! ami est devenu mon beau-frère. Ah, mais c'est un bel addon, disons. Oui, c'est ça. Donc, avec lui, je suis allé à New York. C'était particulier. On ne pouvait pas aller dans les grands hôtels, nous autres, là-bas. Là. Donc, on a pris un hôtel très modeste. Et dans cet hôtel, je pense qu'il y avait probablement des passes faciles. En tout cas, en grimpant dans l'ascenseur, il y avait un monsieur dans l'ascenseur qui nous faisait monter à notre chambre. Là. Et pendant qu'on grimpait, il nous a demandé si on s'était intéressé à avoir des filles, parce qu'on était deux beaux jeunes hommes, nous autres. Là. Tu sais, fait que là, j'en étais un peu surpris, mais on a dit non, évidemment. Mais c'était ça. On était dans un hôtel comme ça. Et puis, on a passé notre nuit là. Puis le lendemain, on s'est promené un peu dans New York. Et puis, on a repris notre train. Puis, on est revenu à Hartford. Puis, je voulais vous demander, parce que là, par la suite, vous êtes retourné au Québec. Vous commencez l'université. Oui. Puis, je voulais vous demander, tu sais, là, vous revenez la tête pleine de souvenirs, pleine d'expériences de vie, mais surtout des expériences que, si je ne me trompe pas, la majorité des jeunes de votre époque on connaisse pas, tu sais, je veux dire, la culture du voyage, ces expériences de vie-là. En 2024, c'est plus commun, tu sais, des jeunes qui prennent leur sac à dos puis qui partent 3 mois en Asie ou qui se promènent en Europe, etc. Mais à l'époque, dans les années 60-70, c'était pas quelque chose de commun. Est-ce que quand vous êtes arrivé à l'université, vous avez senti un décalage entre les autres jeunes de votre âge ou pas nécessairement? Je l'ai senti beaucoup. Parce que, surtout que la dernière année, avant d'aller à l'université, moi, j'avais dit à mes amis, je vais aller travailler aux îles Bahamas en construction. Parce que j'avais un cousin qui était allé travailler. Il travaillait là-bas en construction, puis bon, les salaires étaient intéressants, le climat, bien sûr, très intéressant, la mer et tout. J'ai dit, je vais aller aux Bahamas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a 2 de mes amis qui ont dit, moi, je partirai avec toi. OK, parfait. Fait que là, c'est contagieux. Il y en a un de ces amis-là, il rentrait au grand séminaire, lui. Puis au grand séminaire, il a rencontré un prêtre de l'Ontario, qui, lui, était une espèce de... Comment je dirais bien ça? Quelqu'un qui était passionné par les voyages aussi, mais passionné aussi pour aider les gens qui étaient en misère dans le monde. Puis, il voulait un groupe de jeunes qui irait aider les réfugiés haïtiens aux îles Bahamas. Parce que c'était Papadoc à cette époque-là. Les Haïtiens fuyaient Haïti par des petits bateaux. Ils arrivaient la nuit aux îles Bahamas. Et puis là, ils parlaient ni français ni anglais. Il n'y avait pas de papier, il n'y avait rien. Puis ils s'installaient dans des bidonvilles, finalement. Puis ils voulaient des jeunes qui iraient aider ces gens-là à obtenir leurs papiers, leur donner des cours d'anglais de base et tout ça. Donc, il a constitué une équipe de jeunes, 4 jeunes, parmi lesquels j'étais. Et puis on est parti aux îles Bahamas. Ça, je me permets, mais ça, c'est durant vos études universitaires. C'est juste avant de rentrer à l'université. OK. Le dernier été avant de rentrer à l'université. Parfait. Et quand je suis arrivé à l'université, moi, j'arrivais d'avoir passé 2 mois et demi à Nassau à lui donner des cours d'anglais de base, puis à aider les réfugiés haïtiens. Donc, un contact avec une nationalité totalement différente, Haïti, les Haïtiens, que j'ai aimé beaucoup tout de suite. Et puis, ça a eu des conséquences, d'ailleurs, parce que je suis retourné après en Haïti. Mais quand je suis arrivé à l'université, donc moi, j'étais allé en Californie. J'étais allé à New York, dans l'Empire State. J'étais allé aux îles Bahamas. Puis, j'avais travaillé en construction. Puis, bon. Ça. Alors, je me présente là. Puis, je me permets, mais aussi, vous avez vu en Haïti un contexte économique, un contexte politique, puis un contexte social complètement différent de ce que vous avez vécu. J'étais pas allé en Haïti, j'étais allé aux îles Bahamas. Mais je voyais les Haïtiens qui habitaient là, qui étaient très pauvres, évidemment. Et puis, mais je n'étais pas allé, mais à partir de ce moment-là, mon rêve d'aller en Haïti s'est développé, par exemple. Là, je m'étais dit, un jour, je vais aller en Haïti, certain. Mais c'est ça. Donc, j'arrivais avec ça. Et je voyais les autres qui étaient là, qui avaient aussi des expériences intéressantes, c'est sûr, mais aussi variées, puis aussi étendues, puis aussi loin que moi, il n'y en avait pas. J'étais le seul à avoir vécu ce genre d'expérience-là. C'est ça. Donc... je me permets, qu'est-ce que vous avez retenu de ces expériences-là en étant aussi jeune? Je pense que ce que j'ai retenu, c'est... il ne faut pas se mettre des limites avant même d'avoir essayé. Il ne faut pas se mettre de limites. Je vais aller dans le haut de l'Empire State, j'y étais. Quelqu'un veut se dire, aujourd'hui, je vais aller sur la Lune, il va y aller s'il veut vraiment.
il va prendre les moyens, parce que on va s'orienter dans la vie pour prendre tous les moyens qu'il faut pour atteindre cet objectif-là. Puis faire des choix en conséquence. Et j'ai toujours eu des objectifs lointains, moi. J'ai des objectifs immédiats, des objectifs intermédiaires, puis lointains. Les lointains, je me dis, bon, si je les atteins, tant mieux. Si je les atteins pas, c'est pas plus grave que ça, mais je les ai, toujours. Alors, c'est comme ça. Donc, j'arrivais, puis je poursuivais mon cheminement, mais avec cette manière-là de penser. J'étais plus écoutant les autres que racontant. J'aimais pas beaucoup à ce moment-là parler de moi, puis raconter mes affaires, parce qu'il était trop spécial, puis je voulais pas passer pour un spécial non plus. Donc, j'étais en bon terme avec tous mes collègues à l'université d'études, et tout ça, de développer de grandes amitiés. D'ailleurs, j'ai 2 gars que j'ai connus là, qui étaient comme moi. On n'était pas mariés, on s'est suivis, on s'est mariés, on a eu nos enfants, on a fait notre vie. 2 gars qui sont encore mes grands copains, mes plus grands amis, avec Marcel, évidemment. Oui, je me permets une petite parenthèse parce qu'on pointe par là, mais c'est parce que M. Marcel est en studio avec nous aussi. Parce que je me permets une petite parenthèse, c'est quand même charmant. Quand M. Marcel est venu enregistrer son balado, vous étiez présent pour lui en coulisses. Oui. Et aujourd'hui, vous enregistrez et il est présent aussi à la même place, le même fauteuil. Donc, oui, c'est ça. On salue M. Marcel. J'ai beaucoup parlé de mes amitiés, mais ces dernières années, mon meilleur ami, c'est Marcel. Donc, c'est pour ça qu'on est très proches, puis il est là. Mais j'ai ces 2 copains de l'université-là qui sont, dont je suis encore très, très proche. Ils habitent plus loin, par exemple, l'un qui est à Chicoutimi, là. Mais on s'est vus récemment, et puis on joue au golf, les 3. Il y en a un des 2 qui va venir jouer au golf, justement, à notre terrain de golf la semaine prochaine. Bon, on est restés en contact, on s'est vus évoluer, grandir et arriver à 75 ans, à peu près en même temps. C'est beau, hein? Donc, ils sont restés, c'est des copains de l'université, c'est ça. Donc, ça s'est bien passé à l'université. Donc là, vous, de votre côté, vous commencez votre cursus universitaire. Vous faites vos études à l'Université de Laval, si je ne me trompe pas. Puis, là, à la fin, donc, vous terminez vos études, vous commencez une maîtrise que vous allez pouvoir aussi nous parler. Mais comment c'est passé? Puisque là, vous êtes enseignant en adaptation scolaire, l'équivalent aujourd'hui. Comment ça s'est passé vos premières années? Puis, vous qui êtes une personne quand même, moi je considère quand même érudite, donc tu es très, très premier de classe, vous faites vos devoirs. Ça fait quoi d'arriver de la théorie aux pratiques, c'est-à-dire devant une classe à ce moment-là? On avait eu des stages, c'est sûr, donc j'étais allé en classe. J'avais fait moi-même, tenu une classe moi-même pour enseigner, m'ont donné une partie de cours, des choses comme ça. J'avais fait ça. Mais quand je suis devenu le professeur de cette classe-là, j'avais mes élèves, ma classe. Il y avait une grande satisfaction d'un côté parce que là, je me sentais maître de la situation. Mais il y avait avec ça une espèce de sens de responsabilité. J'ai beaucoup d'influence sur ces jeunes-là. Ils me font confiance, ils croient tout ce que je leur dis. Donc, tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est extrêmement important. Donc, toujours faire bien attention à tout ce que je fais et comment je peux influencer ces jeunes-là. Ça, c'est la chose qui m'a frappé le plus au début, quand j'étais maître de ma classe. Et une autre chose aussi, c'est drôle, ça, parce que c'est sûr, je suis allé dans un collège classique, on était pensionnaires, c'était juste des gars. Puis au collégial, c'est arrivé les filles. Moi, j'ai passé mon enfance, mes études de plus jeune, avec juste des gars, là. Ah, c'est vrai! Puis je faisais beaucoup de sport avec des gars tout le temps. Collégial. J'ai connu mes premières amies filles au collégial, bon, tout ça. Mais là, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas parler de la même façon aux filles qu'aux garçons. J'avais ma classe, des enfants de 12 ans, 13 ans. J'étais en 6e année. Donc, quand je voulais, disons, gronder un élève, un garçon, moi, j'étais très direct, parce que les garçons, c'est très direct, là. C'est plus direct que les filles. En général. Fallait pas que quand j'ai fait ça trop directement avec une des filles de ma classe, à un moment donné, elle s'est mise à pleurer. Là, je comprenais pas comment. Oh, Je comprenais pas. Ça, c'est une adaptation que vous avez dû faire. Oui, j'ai réalisé que je ne pouvais pas parler de la même façon aux filles qu'aux garçons. J'ai réalisé ça, moi. J'ai réalisé ça quand j'ai commencé à enseigner. C'est pas drôle à dire, là, mais c'est comme ça. Parce que pourtant, j'avais des sœurs, moi. On était 9 dans la famille, puis à peu près moitié-moitié, garçon-fille, là. Donc, j'ai des sœurs, puis je suis habitué de parler à des filles, là, mais déjà très jeune. Mais arriver comme enseignant, c'est pas la même chose. J'étais l'autorité. Disons, appliquer l'autorité d'une manière avec les garçons, puis appliquer la même manière avec les filles, ça ne fonctionne pas.
Donc, il a fallu que je fasse une adaptation là, puis que je réalise qu'il y avait une différence, puis que j'identifie c'est quoi les différences, puis comment je vais faire l'approche quand j'ai quelque chose à dire à une fille, supposons, qui est une réprimande. Ben là, il y a une façon de tourner les choses, une façon de présenter les choses qui va être correcte, puis un autre qui ne passera pas. Exactement. Alors, j'ai compris que la rencontre individuelle, d'abord, autant que possible, pas devant toutes les autres, puis faire très attention à ça, très délicatement, baisser la voix, changer le ton, et tout ça. Mais c'est vrai, mais c'est une réalité que, tu sais, vous étiez habitué d'être avec des gars. Puis je pense aussi que même si vous aviez des sœurs, ça reste que, comme vous le disiez, c'est pas un contexte d'autorité aussi. Non, fait que, c'est un ajustement, puis c'est normal. Ça m'est venu parce que ça m'a frappé là, à la question. Quand on m'a posé la question, je sais que ça a été une chose que j'ai dû apprendre. J'aimerais vous demander, à travers ces années-là, de nous raconter votre plus beau souvenir ou ce que vous avez aimé le plus de vos premières années. Des succès avec des jeunes qui avaient de grandes difficultés et puis qui s'amélioraient. Donc, des parents qui viennent me dire à la fin de l'année il vous a tellement aimé, il a tellement passé une belle année avec vous. Puis nous aussi à la maison, parce qu'avant, dans ces classes, c'était tellement difficile. Puis c'était tous les soirs, les pleurs pour faire les devoirs, et puis toutes sortes de choses. Donc, des contacts de parents qui me disaient que leur enfant m'avait apprécié. C'était des choses, c'était très satisfaisant, d'une satisfaction qu'on appelle intrinsèque. Il y a des renforcements dans la vie, il y a des renforcements matériels, concrets, puis il y a des renforcements intrinsèques. La satisfaction intérieure d'avoir accompli quelque chose. Ça vient de l'intérieur, c'est à nous, c'est pas les autres qui nous le donnent. Alors, la satisfaction intrinsèque du devoir accompli, si on peut dire, quelque chose comme ça, c'était une des choses les plus intéressantes. Un cas en particulier que j'ai eu d'un élève j'étais dans une classe de 6e année, lui, il était à peu près au niveau de 4e en français et mathématiques. Il avait beaucoup de difficultés. Par contre, il y avait une sensibilité, cet enfant-là, puis je voyais qu'il était très intelligent, mais c'est comme s'il était incapable. Je ne sais pas pourquoi, on ne comprenait pas à cette époque-là. Donc lui, cependant, il avait un talent absolument incroyable pour dessiner. On voit des caricaturistes aujourd'hui dans les journaux, des caricatures. Là, il y en a qui sont de très bons dessinateurs, mais il y en a d'autres qu'on reconnaît la caricature, mais je trouve que les dessins ne sont pas très, très beaux. Lui, c'était beaucoup plus beau. Il voyait un visage, là, puis quelques traits de crayon, puis tout de suite, il reconnaissait la personne. C'était incroyable. J'ai jamais compris comment il pouvait avoir autant de talent pour dessiner. Alors, moi, j'avais comme principe qu'il fallait utiliser les forces des élèves pour les amener à la réussite et non pas taper sur leurs faiblesses. Ça ne donne absolument rien. Au contraire, ça diminue l'image de soi. C'est très négatif. Alors, j'avais décidé que je l'encourageais. Je le félicitais beaucoup pour ses dessins, puis je l'encourageais. Alors, on faisait des petits projets, puis ça prenait des affiches pour annoncer des affaires. Je lui demandais toujours de faire les affiches, puis il nous faisait des belles affiches, puis il mettait ça dans toute l'école. Puis là, les autres voyaient ses dessins, puis finalement, tout le monde a connu que le meilleur dessinateur de l'école, c'était cet élève-là. Ça devait le valoriser beaucoup, beaucoup. Oui, mais il n'était pas meilleur en français. Oui. C'est un fait. Mais quand même, il faisait le minimum. J'adaptais un peu les choses que je lui demandais. En mathématiques, par exemple, on avait un exercice pour tout le monde. Lui, je lui demandais un exercice adapté pour lui, adapté de manière telle que je savais qu'il serait capable. Il y avait une chance de le réussir. On ne peut pas demander à quelqu'un des choses qu'on sait qu'il ne réussira pas. Il faut demander des choses qu'il va réussir. Alors, à la fin, je pouvais lui dire « Ah, c'est beau, tu as bien fait ça, c'est parfait, c'est ça. » Même chose en français. C'est ça que j'ai fait, une année. C'est tout. Après ça, tu arrives à la fin de l'année, ses parents sont venus me dire qu'ils avaient aimé son année, puis qu'ils m'avaient beaucoup apprécié, puis bon, puis c'est tout. Mais après ça, j'ai plus entendu parler, c'était fini. Mais là, un jour, beaucoup plus tard, plusieurs années plus tard, j'arrive, j'étais directeur d'école, je suis dans mon bureau, ça faisait peut-être 20 ans, 25 ans, ça cogne à ma porte. Là, quelqu'un qui entre, oui, bonjour, le visage me semble un peu familier, mais je ne suis pas capable de le reconnaître comme tel. Il dit « Bonjour, vous ne me reconnaissez pas? » Là, j'y pense un peu plus, puis je dis « Jean-Yves? » Il s'appelait Jean-Yves. Il dit « Oui, c'est ça. » Ah, mais j'ai dit « Quelle surprise que tu me fais là aujourd'hui. Mon Dieu, mais raconte-moi, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu es devenu? » Il me dit « Je suis professeur de philosophie au cégep. Et puis, je termine mon doctorat en philosophie. » Wow. Ça, c'était le jeune que j'avais, là, puis il y avait 2 ans de retard au plan académique dans ma classe. Ce qui est arrivé, je l'ai su par la suite, je ne sais pas trop, je ne me souviens pas comment je l'ai
il a appris ça. C'est peut-être lui-même qui me l'a dit, ça doit être ça. Il m'a dit qu'il avait vu des médecins spécialisés et puis on lui avait trouvé une forme d'autisme qui n'avait pas pu être identifiée avant. Oui. Et à ce moment-là, il a eu l'aide dont il avait besoin. Il a réussi ses études jusqu'au doctorat en philosophie. C'est incroyable. Je me suis dit, bon, je ne suis pas tout seul à avoir fait des choses dans le cas de cet élève-là, mais sûrement que l'année qu'il a passé avec moi a dû y être pour quelque chose un peu. Donc, une grande satisfaction. Très probablement parce qu'il a pris la peine de revenir vous voir 20 ans plus tard. Oui. C'est le seul. Je n'ai pas connaissance d'autres situations qui m'est arrivée où est-ce qu'un élève m'est revenu après 25 ans pour se présenter et me saluer. C'est la preuve à quel point nos enseignants ont une place tellement importante dans notre cheminement de vie en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent. Puis, je trouve ça vraiment beau que vous avez pu avoir ce moment-là avec cet élève-là qui a pu vous montrer où est-ce qu'il est rendu par rapport à son cheminement. C'est vraiment beau. C'est touchant. C'est vrai partout, hein. Tu sais, je joue au golf, là. Mais moi, je suis avec mes copains golfeurs, là. Je suis un de ceux, en tout cas, qui va facilement dire « Ah, quel beau coup, quel beau... » Je parle sur les bons coups. Je parle pas tellement sur les mauvais coups. C'est tellement important, vraiment. Ouais. C'est vrai. En tout cas, j'ai développé ça probablement au plan professionnel et au plan personnel. C'est ça, c'est la façon de faire. D'ailleurs, j'avais envie de vous demander, parce qu'en fait, dans le cadre du balado, on a la chance d'avoir un de nos partenaires qui s'appelle Meilleur, qui sont des jeux de conversation et des outils d'introspection qui sont juste ici. Puis, j'ai toujours la petite question Meilleur durant mon épisode. Puis, j'en avais une pour vous en particulier. Oui. Puis, je voulais vous demander, si vous pouviez ajouter une matière à être enseignée à l'école, quelle serait-elle? Ce qui me vient à l'esprit, c'est le sens civique. Quelque chose comme ça. Le sens civique, je dirais, parce que je l'ai déjà dit à un maire de la ville où j'étais directeur d'école, à un moment donné, dans mes conversations. Puis, il avait été un peu surpris d'abord, et puis il avait dit ça c'est bon, ça c'est une bonne idée. Puis dans la suite des choses, dans ses projets à la mairie, il parlait souvent du sens civique, d'éduquer nos jeunes au sens civique, à la civilité. Ce genre de choses-là. Aujourd'hui, on voit des choses dans la politique aux États-Unis, même au Canada, au Québec, où le sens civique, où l'espèce de politesse élémentaire qu'on devrait toujours avoir les uns vers les autres, c'est comme les règles tombent. C'est comme il n'y en a plus de règles. Ils peuvent dire n'importe quoi, à n'importe qui, n'importe quand. Non. Moi, j'avais appris la bienséance dans le temps où j'étais plus jeune. Puis ça m'est resté, ça. Puis je considère encore que c'est une chose qu'on ne doit pas laisser tomber. Toujours respecter la personne. Je peux être contre ce qu'il dit, ne pas apprécier, dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais traiter la personne de ci ou de ça, j'aurais plus de difficultés à faire ça. Peut-être que spontanément, sans y penser, je le ferais, là, parce que quand on est fâché, des fois, là, ça peut sortir des choses qu'on ne veut pas dire, là, ou on préfère ne pas dire, mais je trouve que c'est très important de miser sur le respect des autres. Le sens des choses, la manière de dire les choses. Tu sais, j'étais en autorité, j'étais directeur d'école. J'ai eu, à un moment donné, à corriger des personnes ou à dire à des profs, il y a eu telle chose qui s'est passée, je pense que tu aurais dû faire autrement, etc. Et la manière de faire, la manière de dire est tellement importante. C'est plus important que ce qu'on dit. Donc, toujours soigner notre manière de faire. Moi, je pense que ça ne fait pas partie d'aucune matière. Belle, j'aime bien la réponse, c'est parfait. Écoutez, je voulais, le temps avance, parce qu'on a tellement de choses à raconter ensemble. J'ai envie de vous écouter sur votre expérience au Maroc, parce que vous avez eu la chance professionnellement d'y aller. J'aimerais ça que vous nous expliquiez le contexte qui vous a amené à cette expérience-là, puis comment ça s'est passé pour vous. C'est sûr que je l'ai mentionné, j'avais toujours le goût des voyages et de découvrir le monde. Et très tôt, j'avais entendu parler de l'Agence canadienne de développement international, l'ACDI. C'était à Ottawa. C'était le premier qui a été ministre de l'Éducation au Québec, Paul Gérin-Lajoie, qui était le président de l'ACDI déjà à ce moment-là. Et ils envoyaient des coopérants canadiens dans différents pays, en Afrique notamment, dans le domaine de l'éducation en particulier. Moi, j'étudiais en éducation.
Et pour avoir une chance d'être retenu comme coopérant à l'ACDI, il fallait avoir un diplôme de 2e cycle au moins, donc une maîtrise ou un doctorat. Donc, c'était une des raisons qui faisait, en plus d'avoir un intérêt particulier pour une chose en éducation, l'intérêt d'avoir un diplôme de 2e cycle était là aussi. Je me disais, si j'ai un jour la chance, je vais appliquer, je vais envoyer mon CV à l'ACDI. Ce que j'ai fait, j'ai envoyé mon CV à l'ACDI et on m'a retenu pour une entrevue, une espèce de concours où est-ce qu'on devait remplir des papiers. En tout cas, il y avait différentes situations qui étaient décrites, puis on nous demandait comment est-ce qu'on va réagir dans ces situations-là, etc. Puis après avoir passé toutes les étapes, j'ai reçu une lettre, on me dit « On vous retient comme dans notre banque de candidature. » Mais actuellement, il n'y a pas de poste pour vous dans les postes que nous avons à offrir. Alors, j'ai dit, c'est une réponse bien polie de me dire non. J'ai oublié ça. J'ai oublié ça. Et là, je me suis marié. Je suis parti en voyage de noces. Je me suis marié le 26 juillet. Parti en voyage de noces, 3 semaines. Allé aux îles Bahamas. J'étais allé aux îles Bahamas, à Nassau. Je suis allé montrer ça à mon épouse. Oui. On s'est rendu jusque-là. Et on est revenu. Et là, je suis allé faire la peinture de mon appartement. Et le soir de la journée de peinture de mon appartement, je reviens à la maison parce que on dormait chez mes parents à ce moment-là. C'était temporaire, je savais qu'on partirait et qu'on avait notre appartement. Là, ma mère me dit, il y a eu un téléphone pour toi, il faudrait que tu rappelles ce monsieur-là. Je donne le numéro, puis il a dit, tu peux le rappeler à n'importe quelle heure. Ah, bon, OK. Parfait. Alors, j'appelle le monsieur en question. Le monsieur en question, il me dit, vous avez donné votre nom, l'ACDI, comme professeur de psychopédagogie. J'ai dit, oui. Ben, il dit, seriez-vous prêt à venir passer une entrevue demain après-midi à 1h? Il dit, on reçoit 3 candidats, ça va très vite parce qu'on a eu un désistement, puis il faut remplacer la personne, et vous êtes parmi les candidats qu'on a retenus. Il y a 3 candidats, donc, vous passez l'entrevue à 1h, on vous donne la réponse à 3h, et si vous êtes retenu, vous allez prendre le repas, le souper avec le directeur du projet, qui va vous expliquer un peu la suite des démarches et tout ça. Ça s'est passé vite comme ça. En effet, c'est très rapide. Puis là, il m'avait dit, il faut que votre épouse vienne aussi, parce qu'en coopération, quand on envoie un couple, on veut voir les deux avant qu'ils partent, là, parce que c'est important là, que les choses se passent bien. Donc, c'était la manière de faire. Oui, c'est moi qui répondais aux questions, mais mon épouse était là. Puis on a jasé un peu avec elle, mais c'est ça. L'entrevue s'est bien passée, j'étais retenu, on a soupé avec le directeur du projet, et après toutes les explications, il nous a dit, vous partez dans 1 mois. Bon, c'est comme ça que les choses se sont produites. 1 mois, donc, je récapitule, oui. Donc, en fait, là, vous apprenez qu'il y a cette possibilité-là. C'est un remplacement, fait que c'est un peu, comme on dit, go with the flow. Oui, c'est ça. Puis, donc là, vous apprenez que vous avez 1 mois pour trimballer, pour vendre votre auto. Mon bail, préparer mes bagages, acheter un frigo, parce qu'il fallait s'amener un frigo, un frigidaire, un ancien, pas un récent, un ancien. Tout ça, c'était envoyé par bateau, donc il n'y avait pas de limite d'espace tellement. Puis on nous avait dit toute une liste de ce qu'il fallait apporter. Il y avait des vaccins à prendre, une dizaine de vaccins à prendre. Puis je me permets de aussi faire le point que... Oh là, on est en quelle année à ce moment-là? On est en 75. On est en 75. Fait que on n'a pas Internet, on n'a pas ces outils-là pour nous aider à aller plus vite. On n'a pas de marketplace pour vendre nos affaires. C'est très... 1 mois, c'est très rapide quand on n'a pas Internet pour nous aider, là. Non, c'est sûr. L'auto, entre autres, j'avais une auto neuve, moi, puis j'étais obligé de m'en départir. J'avais même pas un an d'usage. J'ai perdu dessus beaucoup parce qu'il fallait que c'est une vente rapide et tout ça. Donc, mais on s'est organisé, on a fait tout ça. Ma femme, de son côté, était infirmière, travaillait dans un hôpital, avait un poste de cadre à l'hôpital, était surveillante de nuit. Bon, alors, c'était un gros changement dans toutes nos choses. Puis vous veniez de vous marier, là, en plus. On venait de se marier. Alors... Et j'avais 2 ans d'enseignement à ce moment-là. Les 2 premières années d'enseignement, d'adaptation scolaire, je commençais ma carrière d'enseignant. Ça allait bien, j'aimais ce que je faisais, tout ça. Là, je me disais, je vais partir. Il faudrait que je demande un congé sans solde pour garder mon poste. J'ai demandé un congé sans solde, j'ai eu mon congé sans solde, puis je suis parti. C'était un contrat de 2 ans. Et finalement, on est resté le premier contrat de 2 ans. On nous a demandé si on voulait renouveler 1 an à la fois. J'ai renouvelé pour 1 année. Puis après ça, j'ai dit non, je ne peux pas faire ma vie là parce que c'était bien beau, là, c'était bien extraordinaire, la coopération au Maroc puis l'enseignement, là, ça a été extraordinaire comme expérience, là, absolument fantastique. Mais je voulais faire ma carrière au Québec et tout ça. Mais le temps que j'avais à le vivre, c'était de partir dans un pays totalement inconnu, dans le monde arabe, où les gens parlaient principalement l'arabe marocain, bien sûr, qui est un dialecte de l'arabe classique, mais...
c'est la culture totalement différente, les femmes voilées et tout ça. Et donc, il fallait que j'enseigne à des hommes et des femmes, âgés entre 18 et 35 ans. Certains avaient de l'expérience de l'enseignement et ils venaient se prendre de la formation en pédagogie. Donc, ça, c'est avec des adultes, en fait. Oui. Là. Les autres venaient. J'avais déjà une expérience d'avoir fait ça parce que quand j'ai fait ma maîtrise, j'avais été demandé comme assistant de cours à l'université pour travailler avec des adultes, donc en enseignement de la pédagogie. C'était ça que j'avais fait. J'avais ça dans mes expériences. C'est un peu pour ça, peut-être qu'ils m'avaient retenu à l'ACDI, je ne sais pas. Mais là, j'enseignais de la pédagogie à ces gens-là. Et certains, c'était des jeunes, 18-19 ans, qui se préparaient à devenir enseignants, enseignantes. Des hommes et des femmes. C'est intéressant, très intéressant. Mais les réponses qu'ils me donnaient parfois à certaines questions étaient très étonnantes. Je vous en donne un exemple. À un moment donné, j'aimais ça faire des discussions avec eux autres. Je les faisais en petites équipes de 5-6, là, puis je leur posais une question, puis je leur demandais une ou deux questions, puis je leur demandais de discuter de ça, puis alors, on va faire une plénière après, puis vous allez donner les réponses que vous avez retenues. Alors là, je pose comme question, selon vous, quelles sont les qualités les plus importantes d'un bon enseignant? Question de base pour les faire parler puis voir ce qui allait sortir. Prendre le pouls un peu de la classe. Alors, on fait la plénière, je demande, bon, OK, équipe 1, quelle est selon vous la qualité la plus importante, la première que vous avez notée pour un bon enseignant, pour être un bon enseignant? La réponse sort, être bien habillé. Là, je sursaute un peu, je dis... vous voulez dire un beau costume? Oui, être bien mis, propre et avoir un beau costume. Ah, puis c'était très sérieux, là. Je demande à l'équipe suivante. Je pense que 3 équipes sur 5 m'ont sorti être bien habillés. Puis qu'est-ce qui ressortait de ça? Ben, c'est que l'habit fait le moine. Ah, ça, en fait, c'est que l'habit fait le moine, donc l'habit fait l'autorité, en fait, C'est la parce perception. Un enseignant, dans leur culture, c'est l'autorité même. Donc, ça décide de tout. Pour avoir l'autorité, pour être reconnu comme une autorité valable, il faut bien se présenter et être habillé d'une manière chic, de sorte que ça va impressionner les autres, ou quelque chose comme ça. Ouais. Quelque chose comme ça qui se passe. Là. Alors, à partir des réponses, moi, comment je devais réagir? Je ne pouvais pas les heurter et leur dire, ben, écoutez, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là, ce que vous me dites, je ne peux pas. Ben, un peu comme vous disiez tantôt aussi, c'était la manière de dire les choses est parfois des fois plus importante que de dire la chose en soi. Ben, ma manière de réagir a été de dire, ben, équipe 1, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez choisi cette qualité? Pas pour leur dire, ben non, ça n'a pas de bon sens, leur dire, quel détour, quel raisonnement vous avez fait pour arriver à ce genre de choses-là. Et là, ils m'expliquaient la manière d'être des parents avec les enfants, la manière des parents d'élever leurs enfants. L'autorité, les policiers, c'est quoi, les gouvernements, c'est quoi. Ils abordaient toutes ces choses-là. Puis quand je voyais tout leur cheminement de pensée, je comprenais mieux pourquoi ils arrivaient à une réponse comme celle-là. Ben, un peu ça, c'est de comprendre la culture pour comprendre la réponse qu'ils vous donnaient exactement. Mais je dirais que j'ai appris beaucoup plus que ce que je leur ai enseigné aux Marocains, à ces Marocains-là. Ce qu'ils m'ont appris, c'est vraiment que il y a des choses différentes dans le monde, très différentes de nous. Il y a des manières de penser qui sont complètement différentes des nôtres. Et il faut savoir que ça existe pour être capable, après ça, de savoir comment réagir dans certaines situations, dans différentes situations. Ça n'a pas été quelque chose qui a diminué mon goût de voyager. Au contraire, bien au contraire. Je voulais continuer et connaître beaucoup d'autres cultures et beaucoup d'autres manières de vivre. Mais l'expérience a été extrêmement enrichissante, principalement pour moi, ma femme et moi. J'avais des étudiantes qui m'invitaient à la fête, les grandes fêtes musulmanes, l'Aïd el-Kébir, entre autres. Bon, le méchoui dans la famille, on tue le mouton, et puis là, on fait le méchoui cuit sous la terre. En tout cas, là, c'est délicieux en passant. J'en doute même pas. Au Maroc, on mange d'une façon extraordinaire. C'est de la fine cuisine, c'est de tout. C'est vraiment extra. Alors, j'ai appris tout ça. Je suis allé dans les familles. J'ai connu ces gens-là. Je les ai appréciés beaucoup. Beaucoup, beaucoup appréciés. Ils m'ont apprécié aussi, je pense. Alors, c'était une expérience extrêmement positive, évidemment. Pendant que j'étais là-bas aussi, ben, j'avais des vacances. Ben alors, ça, vous êtes promené, j'imagine. Au premier été, moi, j'avais ma voiture, là, au Maroc. Premier été, je prends la voiture, je monte dans le nord du Maroc, je traverse le détroit de Gibraltar, et puis je me ramasse en Espagne, et puis après ça, jusqu'en France, et puis je continue jusqu'en Angleterre, je descends en Italie. 32 000 kilomètres, je pense que j'ai fait le premier été en un mois et quelques de kilométrage pour aller dans tous
toute l'Europe de l'Ouest, je dirais, tous les pays d'Europe de l'Ouest, y compris la Suisse et l'Autriche et tout ça. D'ailleurs, j'ai perdu toutes mes photos de l'Autriche, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas... Ce sera pour un autre balado. Rome, j'ai perdu toutes mes photos de Rome, j'étais obligé d'y retourner. Depuis ce temps-là, je pense que ça va faire 5 fois que je retourne à Rome, là, mais c'est ça. Mais voyager beaucoup, entendre d'autres langues, prendre une bière avec un Allemand qui ne parlait pas un mot de français ni un mot d'anglais. J'étais un mécanicien, j'avais eu un trouble avec ma voiture, puis j'étais allé faire réparer ça, puis là, j'échange par signe, puis par quelques mots anglais, puis tout ça, puis finalement, il m'invite, il me parle, il dit « Aimez-vous la bière allemande? » Ben, je dis « Ben oui, la bière allemande, c'est une des meilleures bières au monde. » Ben, il dit « Venez donc en prendre une chez moi, j'habite de chaque côté. » Ben, je dis « Ça ne se refuse pas, hein? » Ben, pourquoi pas? Une bière allemande avec un Allemand en Allemagne. Bon, c'est des expériences de voyage... que vous avez vécu en couple aussi. Oui, donc, toujours. C'est intéressant aussi. Je voulais vous demander, avant d'aller vers un dernier sujet, au niveau de votre carrière en enseignement, puis dans le domaine de l'éducation. Donc, vous avez enseigné aux plus jeunes, vous avez enseigné à des adultes, vous avez aussi été directeur d'école. Puis... C'est ma carrière, finalement. Ben, ma carrière en éducation, c'est principalement une carrière de direction d'école. Parce qu'après... être revenu de coopération. Donc, 2 premières années d'enseignement, 3 années en coopération au Maroc, enseigner de la pédagogie, retour à l'enseignement. Oui. 2 autres années dans des classes ressources qu'on appelle, classes spéciales avec des élèves en adaptation scolaire, avec des tâches de chargé de cours à l'Université Laval comme à temps partiel, parce que j'avais été redemandé pour donner des cours en pédagogie à l'Université Laval. Mais je faisais ça, et puis là, quand je suis arrivé à ma 4e année d'enseignement, j'étais dans une école où le directeur était très traditionnel. Il y avait beaucoup de difficultés avec les classes ressources, puis les élèves en difficulté, les élèves qui nous causaient des problèmes. Pour les aider, ces enfants-là, puis pour travailler avec eux autres, il faut avoir l'appui de notre direction. Oui. Mais lui, il ne donnait pas d'appui. On était 4 classes spéciales dans son école, mais il s'occupait des classes régulières, puis les classes spéciales, ils n'en tenaient pas compte. Puis quand on lui présentait une difficulté, à un moment donné, puis on disait « il faudrait faire telle chose », c'était toujours non. Fait qu'à la fin de l'année, je me suis fâché un peu, puis je suis allé dans son bureau, puis j'avais écrit une lettre sur une feuille 8,14, longue de même, et puis là, j'ai dit « André, je vais te lire ma lettre à la condition que tu ne dises pas un mot jusqu'à la fin de ma lecture. » Puis là, je lui ai lu ma lettre, puis ça, il m'a écouté. C'est correct, ça. Puis je lui ai annoncé à la fin, j'ai dit, là, moi, l'année prochaine, là, je vais peut-être être ici, mais peut-être que je ne le serai pas. Parce qu'à partir de ce moment-ci, là, on était à début juin, quelque chose comme ça, donc près de la fin de l'année scolaire, j'ai dit, là je commence à rechercher un autre emploi, un autre poste ailleurs, parce que je ne veux pas être ici l'année prochaine. Je ne veux plus travailler dans les classes spéciales avec une direction comme toi, comme tu fais ça. Et ça prend, je me permets, mais ça prend de la confiance en soi pour aller de l'avant. Faut être sûr de soi. Hein? Ça me fait rire parce qu'à un moment donné, je parlais avec un de mes frères qui s'appelle Rémi, dont je suis très proche, et puis je dis quelque chose, puis je raconte mon affaire, puis là, je termine en disant ça m'a donné confiance en moi. Il me coupe et il dit comme si tu en avais besoin. Oui, j'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup de confiance en soi. Ça fait que j'ai commencé à chercher. Je n'ai pas cherché très longtemps. J'ai trouvé un poste au ministère de l'Éducation comme agent de développement pédagogique, ADP. Et je me suis présenté à ce concours-là. Et puis, j'ai remporté la mise. Et puis, j'ai été engagé pour 1 an comme agent de développement pédagogique au ministère de l'Éducation. Donc, après mes 4 années, je suis allé au ministère de l'Éducation. Mes 4 années d'enseignement, 3 années de coopération, ça s'appelle. Et là, je rentre au ministère. Après 1 an, ils me renouvellent mon contrat. Après 2 ans, ils me renouvellent encore mon contrat. 3 ans au ministère. Et à la fin, j'avais un bon copain là-bas. C'est encore un de mes grands amis aujourd'hui. Il me dit, Gérald, lui était directeur adjoint dans une école depuis quelques années. Il me dit, Gérald, tu devrais appliquer sur un poste de directeur, toi. C'est sûr que pendant que j'étais agent de développement pédagogique, je voyageais à la grandeur de la province, puis j'allais rencontrer des équipes de direction d'école, puis des choses comme ça, puis j'étais habitué de présenter des documents, de donner de la formation sur certains thèmes pédagogiques, des choses comme ça, puis j'étais très à l'aise à faire ce genre de choses-là. C'est sûr que me retrouver dans ma petite classe, là, avec mes 25 élèves, là, pour moi, là, c'était un terrain de jeu qui était très petit. Ouais.
J'ai dit, ben non, Richard, je ne peux pas appeler comme directeur. Moi, j'étais syndicaliste. Moi, dans les grèves d'enseignants, là, j'étais chef d'action, moi. J'étais très impliqué syndicalement. Puis, ça allait être un gros changement dans votre vie si vous alliez là-dessus. Justement, il dit, tu aurais une attitude différente envers les enseignants, tu aurais la bonne attitude qu'il faut avoir, puis tu devrais appliquer sur un poste. Il finit par me convaincre. Il dit, j'ai regardé en fin de semaine, il y a un poste qui est annoncé à telle place, là, tu devrais appliquer. Je regarde ça un peu, puis j'envoie mon CV. Je m'en vais passer l'entrevue. En fait, il y avait 2 postes qui étaient offerts. Un poste de directeur, puis un poste de directeur adjoint. Et moi, j'applique seulement sur le poste de directeur. Alors, première question, je suis sélectionné pour l'entrevue. Première question, le directeur général est là, il me dit, Monsieur Bolduc, il dit, il y a 2 postes, un poste de directeur adjoint, puis un poste de directeur. Vous n'avez pas d'expérience de direction, mais vous appliquez seulement sur le poste de directeur. Pouvez-vous l'expliquer ça? J'ai répondu, je préfère avoir mon école dans laquelle je pourrais tracer les lignes de conduite, plutôt qu'être second, puis pas décider. Parce que j'ai une idée assez précise de comment j'aimerais qu'une école fonctionne. Alors, c'est pour ça que j'applique seulement sur le poste de directeur, parce qu'être directeur adjoint, ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est ça. Ben, je trouve ça intéressant parce que vous connaissez votre valeur. T'sais, même à l'époque, vous êtes plus jeune, vous savez qu'est-ce que vous voulez, puis vous niaisez pas avec la POC, comme on dit, là. Puis c'est tout à votre honneur, Après vraiment. quelques années comme directeur d'école, ce directeur général-là, on placotait, on était dans une activité sociale, on prenait une coupe de vin, quelque chose comme ça. Et il me dit, Gérald, il dit, quand tu as passé l'entrevue, là, quand tu as donné cette réponse-là à la première question, je t'ai engagé. Alors, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Au bout du compte, la qualité des relations humaines. Je peux être compétent en gestion. J'ai suivi des cours d'administration scolaire. J'ai tout fait les cours d'administration scolaire et tout ça, mais il y avait des principes de base, c'est sûr, qui m'ont été extrêmement utiles, que j'ai appris dans ça, là, en gestion, mais la base, c'est la qualité des relations humaines qu'on est capable de développer avec les gens. Tous les gens de toutes catégories. Mon personnel privilégié, c'était pas nécessairement les enseignants tout le temps. Des fois, c'était les secrétaires et les concierges. Parce qu'un concierge dans une école, là, s'il n'est pas là, quand certaines choses se produisent, c'est la catastrophe totale. Puis on est obligé quasiment de fermer l'école, là. Donc, un concierge, c'est extrêmement important. Fait que moi, mes concierges, je les soignais. Je les soignais bien, c'est-à-dire je les traitais bien, je les respectais. Ma secrétaire, je la respectais beaucoup, je comptais beaucoup sur elle. Ils savaient que je les respectais et que je respectais leur travail, autant que le psychologue de l'école. Le psychologue d'école, c'est une autre catégorie, là, complètement différente, là. Mais j'aimais travailler avec les psychologues, j'aimais travailler avec les concierges, j'aimais travailler avec les secrétaires. Et j'aimais travailler avec les parents aussi, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire avec les parents, surtout dans mes dernières années de direction d'école. Ma plus grande difficulté, c'était les parents, je trouvais, à l'école. À l'école primaire, aujourd'hui, je considère encore que les parents sont un des plus grands défis pour les enseignants et pour les directions d'école. Mais je me permets, c'est sûr et certain que le monde change, le monde évolue. C'est pas. Je pense que aussi notre système d'éducation est face à des grands défis aussi. Mais ça me touche beaucoup, puis ça m'inspire beaucoup de la manière que vous amenez le point que la qualité des relations, c'est important, vraiment. Puis, je trouve que vous avez des belles valeurs. Puis, j'ai l'impression que ça va inspirer plus qu'une personne qui va être à l'écoute de cet épisode aujourd'hui. Tant mieux, je le souhaite. Si vous me permettez, M. Gérald, parce que j'aimerais terminer avec 2 dernières questions. Oui. Puis, une de mes avant-dernières questions, en fait, je voulais savoir, vous, ça a été clair quand même assez rapidement dans votre vie que vous vouliez être enseignant, que vous vouliez donner, que vous aviez une empathie envers notamment les enfants, mais je voulais savoir, vous, en tant que papa, qu'est-ce qui était, pour vous, être papa, ça veut dire quoi? Puis, qu'est-ce qui est important pour vous à transmettre à vos filles, parce que vous avez 3 filles? Oui, j'ai 3 filles, 3 belles grandes filles. Et qu'est-ce qui était le plus important? Bien, comme j'avais fait des études en adaptation scolaire, j'étais habitué de voir des élèves handicapés. Alors, ce qui était le plus important pour moi, c'était d'avoir des enfants qui se développeraient normalement, qui auraient de bonnes capacités. Et autant que possible, pas de handicap. Mais s'il y en avait, ben, je serais capable de vivre avec. Je le savais. Ouais. Alors, c'était ça. Ça me fait rire un peu parce que quand j'ai eu ma 3e fille, il y a des gens qui m'ont dit « tu dois être déçu, encore une fille. » Je disais « Ben voyons,
pour moi, garçon, fille, ça n'a pas d'importance. Tout ce que je veux, c'est d'avoir un enfant en santé. C'est ça qui est important pour moi. Ensuite, l'autre chose importante avec les enfants, c'est de leur transmettre des valeurs. C'est ça, transmettre des valeurs qui me sont chères et pour lesquelles elles vont avoir besoin dans la vie. Ces valeurs-là, c'est principalement, je dirais, le respect des autres, c'est la politesse, l'honnêteté. Ils m'ont vu, mes enfants, moi, aller à l'épicerie, revenir à la maison, constater que j'ai une chose là qui n'a pas été mise sur la facture, je ne l'ai pas payée. Ça coûtait 20 $. Fait que là, je ramasse un peu mes affaires, puis je retourne à l'épicerie, puis je m'en vais avec ma facture. Là, regardez, là, vous n'avez pas oublié de compter ça, là, fait que je vais vous le payer. Puis ça, les secrétaires, bien souvent, me regardaient, les caissières comme ça. Mon Dieu Seigneur! Mais, donc, en tout cas, mais ils m'ont vu faire ça, puis je le fais encore d'ailleurs, ça arrive encore, ces genres de petites situations. Là, puis j'ai toujours été comme ça, Ce qui appartient à l'un appartient à l'autre. Ne t'appartient pas, ça lui appartient, puis tu dois respecter ça. La politesse, le vouvoiement, bon, à l'école, je n'exigeais pas le vouvoiement, moi, mais j'exigeais le ton respectueux tout le temps, par exemple. Donc, l'attitude de respect envers les autres, c'était très, très important. C'est important à transmettre, autant dans vos classes, autant avec vos étudiants qu'avec vos propres filles. L'autre chose, la valeur du travail puis des efforts. Tu n'arriveras pas à ce que tu veux si tu ne fais pas les efforts pour. Un peu comme on a parlé au début du balado. Mais j'ai eu la chance d'avoir 3 filles qui ont très bien réussi au plan scolaire. Les 3 ont leur bac universitaire. Une est enseignante, 2 sont travailleuses sociales. Font leur vie, gagnent bien leur vie. Et ils ont des enfants, j'ai des petits-enfants maintenant. Et tout ça. Vous êtes grand-papa ou vous êtes papy? Je suis grand-papa, je dirais. Papy, j'ai jamais aimé ça beaucoup, parce que peut-être c'est ça que les gens disent aux États-Unis beaucoup. C'est influencé par les Américains un peu, ça. J'aime pas les anglicismes. J'aime les langues, mais j'aime pas les anglicismes. Puis je respecte le français, puis les chanteurs francophones qui chantent en français, j'aime pas ça. Qui chantent en anglais, j'aime pas ça. Oui, c'est moi, là, c'est mon genre. C'est bien correct. Y a pas... Bon. Chacun nos goûts, hein? Oui, c'est ça. Je me permets une dernière question que je demande à tous mes invités. C'est de savoir si vous aviez... Monsieur Gérald, la version de vous, de 20 ans devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez? C'est très embêtant comme question. C'est hypothétique. C'est pour ça que je la pose. C'est hypothétique. Je pense qu'il n'y a pas tellement de choses que je changerais par rapport à ma façon que j'ai eue de vivre mes 20 ans. Ou un conseil avec le vécu que vous avez aujourd'hui? Bien, je lui dirais sans doute quelque chose qui ressemblerait à ce que je viens de parler comme valeur. Essaye d'aller au bout de tes rêves, mais prends les moyens pour les atteindre, par exemple. Il y a des moyens, il y a des choix que tu vas avoir à faire à un moment donné qui vont être déterminants. Puis il y a des efforts à faire. Il y en aura toute ta vie, d'ailleurs. Dans n'importe quel métier ou profession que tu vas choisir, il va y avoir des choses que tu vas trouver difficiles, des choses que tu vas aimer, des choses que tu vas moins aimer. Tout n'est pas totalement intéressant en direction des cas. C'est une direction, là, c'est de la gestion de personnel. Il y a des choses difficiles dans ça, là, puis c'est stressant, puis et tout. Mais il y avait des aspects intéressants. Moi, aller dans les classes de maternelle, j'adorais ça. Je faisais pas mes messages au télévox. Tout petit, de première, puis de maternelle, j'allais dire personnellement dans la classe. J'aimais ça, les réactions des enfants, répondre à leurs questions, puis tout ça. Alors, je leur dirais ça. Je dirais, c'est-à-dire à ce jeune homme de 20 ans ou cette jeune fille de 20 ans, je dirais, pense-y à ce que tu veux faire, ce que tu souhaiterais faire dans la vie. Et oublie-le pas, ton rêve, mets-le pas de côté. Pense qu'il y a des choses, par exemple, qui peuvent t'empêcher d'atteindre cet objectif-là. Puis ces choses-là qui peuvent t'en empêcher, bien là, attention, prudence. Là. La prudence est de mise, absolue. Je veux dire, si tu veux aller en médecine... si tu as horreur des mathématiques puis tu ne veux pas faire les cours optionnels en mathématiques parce que tu haïs trop ça, tu vas avoir de la misère à entrer en médecine. Là. Un peu comme je disais tantôt aussi, c'est de faire des choix en conséquence puis d'assumer les choix puis d'apprendre de ces choix-là, tout à fait. C'est ça. Puis je dirais le respect des personnes toujours, c'est sûr. C'est une marotte pour moi, dans tout. Monsieur Gérald, merci beaucoup pour la générosité de votre partage, pour votre témoignage, pour tous les apprentissages que vous nous partagez aujourd'hui de votre vie. Très inspirant, c'est une belle rencontre. Vous êtes une très belle personne. Merci beaucoup. Puis je tiens à dire aussi à ceux et celles qui nous écoutent présentement que là, on va terminer l'épisode.
Par contre, au montage, je vais mettre un petit bloc parce que j'avais envie de montrer les photographies de M. Gérald qu'il nous a amenées. Donc, on va les montrer à la caméra. Je vais mettre ça au montage. Mais là, pour l'instant, je vais terminer l'épisode. Je vous remercie à tous ceux et celles qui sont à l'écoute, que ce soit en visionnant sur YouTube ou que ce soit de manière audio sur les plateformes de balado-diffusion. Je vous remercie d'être présent. Puis encore une fois, merci beaucoup, M. Gérald, pour votre passage ici. Puis au plaisir de vous revoir tout le monde. Merci. Ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir de parler de moi. Ça n'arrive pas si souvent. Il faut en profiter quand ça arrive. Donc, merci beaucoup pour votre grande générosité. Puis au plaisir de vous revoir tout le monde pour un prochain épisode de Souvenirs en héritage. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.